merci de vous être connectés encore nombreux pour cette 4e conférence du cycle de conférences thématiques de l'association Design en Recherche. Donc pour rappel très rapide, l'association Design en Recherche est une association de jeunes chercheurs en design, principalement composée de doctorants, de jeunes docteurs et de personnes qui voudraient faire de la recherche. Et on se retrouve tous pour discuter, soit en ligne, soit en réel tant qu'on peut. Cette année, c'est un peu compliqué, mais pour discuter de nos visions de la recherche en design, de nos différentes pratiques, puisqu'on a tous vraiment différents horizons et différents moyens de pratiquer le design et la recherche. On est tous inscrits dans des disciplines vraiment différentes, et c'est un peu ça qui a donné l'idée de faire ce cycle de conférences, puisque ça permet de croiser les points de vue. À chaque fois, une personne prend en charge une conférence, l'organise, invite des gens et propose une discussion autour d'un thème en particulier qui, a priori, est censé nous intéresser tous, même si à chaque fois, il y a un angle spécifique. Au final, ce qu'on questionne, c'est qu'est-ce que c'est que la recherche en design, comment elle est pratiquée, comment elle est vécue. Voilà. Je pense que c'est pas mal déjà, parce que j'ai déjà présenté plusieurs fois. Donc, je vais laisser Julie, qui a organisé cette conférence, vous présenter les invités. Merci à tous d'être venus et bonne conférence. Merci Zoé. On commence un peu rapidement pour nous, de notre côté, mais merci à tous d'être là. Donc, c'est la 4e conférence, comme disait Zoé. Je ne sais pas si tu as dit, on tenait aussi à remercier Artec qui a financé la conférence et le CRI de nous accueillir. Donc, pour cette 4e conférence, on accueille Robin de Mourat, Lou Sellard et Pauline Gourlet. Et on va vous parler, on a donné pour titre intervenir au cœur des institutions, tactiques et problématiques de designers, chercheurs et chercheuses. Et pour vous en parler un peu plus par rapport à la présentation qui a été faite sur le site, pourquoi on est arrivé à cette thématique. Il faut savoir que l'idée est venue déjà d'avoir une conférence tous les 4 avant la thématique. On savait qu'on avait des choses communes à discuter, donc on s'est retrouvés avec cette envie de faire cette conférence et on a fait des réunions, 2, je crois, 3, où on a cherché quel pouvait être un sujet commun et pas un sujet trop global, du type le numérique ou des choses comme ça. Et on s'est mis d'accord sur le fait qu'on avait tous des rapports plus ou moins forts avec des institutions différentes, à la fois dans notre rôle de designer, dans notre rôle de chercheur ou les deux. Et du coup, on est tombé d'accord sur cette thématique. Donc, on a déjà discuté. La table ronde, c'est un peu la continuité. Et on a choisi aussi de partager des anecdotes plutôt que de faire des choses un peu carrées, on va dire. Et du coup, cette table ronde, c'est vraiment l'idée de discuter entre nous. On a choisi de faire d'abord une présentation de chacun, un peu dirigée sur cette thématique-là. Puis après, on fera une table ronde avec des thématiques que je vais vous proposer, mais qui s'est aperçu que tout se liait. Du coup, ce ne sera pas très suivi. Mais voilà pour la conférence d'aujourd'hui. Enfin, table ronde. On va commencer par les présentations. Qui veut débuter? Il y a une conférence aussi à côté. Je ne sais pas si on l'entend sur la... Mais voilà. On entend un petit peu pas. Désolée. Robin? Ok. Enfin, je ne sais pas si tu as dit moi. Merci, il va falloir mettre la présentation. Je vais mettre la présentation. J'ai oublié de changer. Ah non, toi, c'est l'intro, Robin? Ouais, c'est l'intro. Ah, c'est à l'envers. C'est de travers. Attends, je crois qu'on peut tourner là. Alors, attends. C'est première. Ouais. Écoute. Il faudra pencher la tête. Ouais, non, mais sinon, on va faire ça. Il faut appuyer là pour aller. J'ai oublié de préciser que vous pouvez, c'était dit au début, mais vous pouvez agrandir la présentation en vous mettant entre la visio et la présentation. Alors, on commence par un petit souci technique. Lui, en fait, il n'y en a qu'une seule, donc je pense qu'on peut l'enlever. On l'enlève. On peut l'enlever, je vais faire ça. C'était pas très important. Bon, mais vas-y, je te laisse. Donc bonjour à toutes et à tous. C'est assez bizarre
ne pas savoir exactement qui te regarde. Pas que savoir en face, mais moi, je suis ravi d'être avec vous et puis d'être dans la salle. Donc moi, pour me présenter très rapidement en préambule à la discussion, je vais surtout vous parler d'un rapport à des institutions en particulier, qui sont les institutions liées au monde universitaire. Donc rapport que j'ai à la fois travaillé dans le cadre de ma thèse et puis dans le cadre de mon métier actuel. Donc ce sera, je vais puiser un peu dans ces deux registres, ma thèse et mon métier actuel. Et ce sera du coup un rapport aux institutions qui est vraiment très réflexif par rapport à cette question et à celle de la recherche en design. Donc très rapidement, pour commencer sur ma thèse, donc, que j'ai soutenue l'an dernier à l'université de Rennes 2. C'est une thèse qui portait sur les formats de publication dans les sciences humaines et sociales. Elle abordait cette question-là donc, sous l'angle du design, je vais y revenir, mais aussi sous un prisme assez particulier par rapport à de l'art, qui va souvent, en fait, plutôt par rapport à cette question de la publication, se concentrer sur l'analyse d'institutions, justement. Donc institutions éditoriales, bibliothèques, voilà, toute une série d'institutions qui sont liées à ça. Et moi, ma thèse, une de ses particularités, c'était qu'elle prenait en compte ces différentes institutions, mais elle se concentrait sur le travail des chercheurs eux-mêmes et elles-mêmes, et sur la relation entre leur dynamique de recherche, leur manière de faire de la recherche et leur pratique de publication. Donc, en somme, pour le dire très simplement, je me suis demandé pourquoi est-ce que ces chercheurs répétaient ou ne répétaient pas dans leur pratique quotidienne certaines manières de faire de la publication, c'est-à-dire de lire, d'écrire et d'éditer des fois des textes. Et ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont ces pratiques dialoguaient justement avec tout un ensemble de vecteurs conventionnels que pour les besoins de cette conférence, on pourrait appeler des institutions, mais dans un sens plutôt sociologique, hein, celui d'éléments qui vont permettre de coordonner l'action collective et d'introduire une forme de répétition dans les pratiques. Et donc pour faire ça, je me suis fondé sur un double corpus dans le cadre de ma recherche, qui était assez hétérogène finalement, mais que je regroupe en deux ensembles. Un premier qui portait plutôt sur les pratiques, disons, normales de la publication, à la fois du point de vue des logiciels utilisés, des technologies, des mécanismes et des manières de faire dans les processus éditoriaux, et puis qui portait d'autre part sur des logiciels et des productions expérimentales dans leur forme, dans le type de documents qu'elles produisaient, mais aussi et peut-être surtout dans la composition et la logique et la dynamique de composition des collectifs qui écrivaient ces publications. Donc en somme, ce que j'ai fait, c'est mettre en tension les dimensions conventionnelles qui encadrent ces pratiques normales de la publication, avec des situations expérimentales de manière, encore une fois, d'écrire, de lire ou d'éditer. Donc pour cadrer cette espèce d'approche comparative, ma thèse, donc une thèse en esthétique, jouait avec le concept de format, dans un double sens finalement qui correspond à ces deux séries d'objets. D'une part, ce que j'appelais dans la thèse le format cadre, à savoir l'ensemble de ces conventions qui vont encadrer ou orienter les pratiques, et d'autre part, ce que j'ai appelé le format produit, à savoir le type de publication qui va découler d'une situation et d'un collectif de recherche spécifique. Donc, pour revenir sur le format cadre, je vais essayer d'être assez rapide. Il est décliné dans la thèse selon plusieurs axes, disons selon des axes qui vont étudier les processus éditoriaux et l'inscription sociale des activités de publication, notamment la tension entre les logiques d'interprétation que les chercheurs vont mettre dans les publications et puis d'autre part les logiques de comptage qui vont être appliquées à leur activité de publication pour la gestion notamment des carrières de la recherche. Je vais aussi aborder d'un point de vue technologique, en regardant plutôt du côté des formats au sens vraiment technique, au sens de format de fichier des écrits de chercheurs, en essayant de voir la manière dont ces formats techniques conditionnaient ce qu'elles ou ils pouvaient dire ou ne pas dire dans le système de la communication scientifique normale, pour reprendre ce terme. Et puis je l'ai regardé aussi d'un point de vue, disons, socio-épistémologique, en me fondant sur des travaux notamment d'histoire des pratiques savantes et de sociologie du travail scientifique, notamment les travaux de Jérôme Denis et David Conti, auxquels j'ai un petit peu emprunté et développé un concept qui est celui de format d'écriture, pour voir comment certaines manières d'écrire des publications de recherche
correspondaient à des manières d'enquêter particulières qui correspondaient elles-mêmes en fait, à des manières de justifier une connaissance valide au sein d'une discipline, d'une sous-discipline. Et en retour, la manière dont du coup, ces formats d'écriture contribuaient à fabriquer des institutions, puisque bien sûr, ces manières de fabriquer des connaissances valides aboutissent à terme à la création de laboratoires, d'instituts, etc. Voilà, donc toutes ces axes d'analyse, je les ai mis en relation avec des dispositifs, enfin avec l'étude de dispositifs de publication expérimentaux que j'ai observés ou que j'ai fabriqués en regardant, en mettant finalement en situation ce qu'ils fabriquaient. Et j'essaie de rester rapide en sous-main, en fait, en faisant ce travail-là. J'ai été amené à plusieurs moments de ma recherche à rejouer une problématique de design qui est assez récurrente, je pense qu'on va en reparler, qui est celle de la relation entre le design et la montée en échelle, ce qu'on appelle la montée en échelle, l'industrialisation des manières de faire qu'implique l'intervention et la production matérielle des designers. Voilà, donc pour finir sur cette première partie, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais de l'introduction, cette question de la montée en échelle, je l'ai aussi expérimentée de première main dans le cadre de ma méthodologie de recherche, puisqu'elle a été fondée sur, disons de ma trajectoire de recherche plutôt, elle a été fondée sur des séquences très très différentes, dont la première a été une phase d'observation participante sur un projet qui s'appelait Enquête sur les modes d'existence, qui était ensuite poursuivi par une alternation constante entre des expérimentations qui étaient fondées sur cette première expérience d'observation un petit peu fondatrice et leur stabilisation progressive dans des logiciels qui ont été produits à l'issue de la thèse. Et à travers cette trajectoire, que dans la thèse, je nomme comme une trajectoire de dérivation, ce que j'ai essayé de faire aussi par rapport à la relation des institutions à la montée en échelle et à l'industrialisation, c'est de proposer une espèce d'alternative dans laquelle on ne serait pas dans une vision verticale du rapport de l'expérimentation au standard qui va en être la généralisation absolue, disons, mais plutôt dans une succession de moments qui varie à la fois dans l'échelle des personnes auxquelles ils s'adressent et puis dans la nature des activités, puisque dans certains cas, il s'agissait d'observer, dans d'autres, d'expérimenter des choses avec des outils publics, et dans d'autres, de vraiment fabriquer des logiciels utilisés par un grand nombre de personnes. Je fais ma deuxième partie, donc sur le deuxième répertoire, je vais essayer d'aller très très vite. Ce dont aussi je vais vous parler, c'est de mon métier actuel, donc, qui est un métier de designer de recherche dans un laboratoire qui s'appelle le Media Lab et qui est affilié à Sciences Po. Donc très rapidement, le Media Lab, c'est un laboratoire de sciences sociales qui a plusieurs particularités. La première est c'est un laboratoire qui mène des enquêtes, mais aussi qui fabrique des moyens, donc sous la forme la plupart du temps de logiciels, pour équiper les enquêtes d'autres chercheurs, et puis aussi, un autre aspect important, qui les expérimente dans des cadres d'expérimentation pédagogique. Deuxième spécificité, c'est que c'est un laboratoire constitué de beaucoup de personnes qui ne sont pas chercheurs, donc nommément, qui sont classés comme ça, on va discuter des designers et des ingénieurs, et que toutes ces personnes participent à l'écriture des publications du laboratoire. Dernière spécificité, c'est que c'est un laboratoire de sciences sociales, mais avec une grande part de projets collectifs, ce qui implique tout un tas de problématiques. Dans ce cadre-là, donc designer de recherche, c'est un terme qui est assez, qui existe dans pas beaucoup d'autres institutions et qui est volontairement assez brumeux, mais il prend trois formes. Une première forme de mon métier, c'est une dimension plutôt opérationnelle, tactique, disons, dans laquelle je fais un travail de designer, disons, d'interface assez classique qui consiste à participer à la conception et au développement de logiciels et de visualisation d'informations. Un deuxième aspect moins classique de ce poste pourrait être qualifié de design de méthode. Et donc dans ce dernier, il s'agit plutôt donc de participer aux enquêtes du laboratoire cette fois-ci, en articulant des expérimentations de production avec encore une fois l'expérimentation de protocoles de recherche inventifs. Donc, si j'avais les images, je vous en aurais dit un petit peu plus, mais rapidement, du coup, ça va consister par exemple à essayer d'hybrider la méthodologie assez classique de l'entretien sociologique avec des activités de production d'interfaces, de production de simulation, de jeux de rôle qui passent par des interfaces et qui permettent à des praticiens, donc par exemple des ingénieurs, de rejouer différemment des pratiques
des pratiques quotidiennes qu'ils auraient dans leur vie professionnelle commune. Ça peut aussi passer plutôt par d'autres types de méthodes designées qui vont être centrées sur, pour le coup, la publication et les objets de publication visés. Donc là, je pensais particulièrement à un deuxième projet là, sur lequel je travaille actuellement, qui est un projet d'histoire quantitative de l'économie au XVIIIe siècle, qui s'appelle Portique, et dans lequel mon rôle, c'est de faire travailler ensemble des historiens, des économistes, des designers et des ingénieurs. Donc cette fois-ci, en articulant des formats de recherche, des manières d'organiser la collaboration entre ces gens, et notamment de faire des enquêtes et d'écrire à 5 ou 10 personnes des publications communes, articuler ça avec la co-conception de publications, de formes de publication expérimentales. Dernier aspect, juste je termine là-dessus parce que j'y tiens, il y a aussi une dimension plus transversale dans mon activité de designer-chercheur ou de designer de recherche, qui consiste à faire office de conseil en design, de manière transversale à l'intérieur du Media Lab, mais aussi vers l'extérieur, dans la mesure où le Media Lab organise tous les mois un atelier qui s'appelle le METAD, qui est un atelier ouvert à toutes les personnes qui le souhaitent, masterantes, masterants, doctorants, professionnels de la recherche, en les aidant sur le plan méthodologique et technique, et dans lesquels mon rôle consiste aussi à introduire des approches, des activités de design dans les recherches qui nous sont proposées, donc au-delà de l'institution de Sciences Po. Et pour vraiment finir sur la discussion, la manière dont moi je pense que je vais aborder cette discussion, donc c'est notamment à partir de ce deuxième répertoire, essayer de fournir un témoignage sur le rôle de designer dans des institutions de recherche qui ne sont pas liées directement à l'art au design, dans mon cas qui sont des institutions de sciences sociales, et la manière dont j'ai l'impression qu'en tant que designer, on agit souvent comme une espèce d'acteur paradoxal dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est à la fois extrêmement bien aligné en fait avec une série d'injonctions institutionnelles à la rapidité, à la production de livrables, à la pensée par projet. On revient. Il revient à toute une série d'institutions qui sont parfois particulièrement violentes pour nos collaboratrices et collaborateurs, mais aussi donc, le design qui agit comme une manière de, mine de rien, au quotidien, questionner la division du travail scientifique, parfois en déjouant en fait, la distribution d'expertise et des responsabilités dans la production des recherches. Et donc, en questionnant cette division du travail scientifique, à la fois pour les designers embarqués dans des laboratoires, mais aussi pour ce qu'on appelle les ingénieurs de recherche en général. Je ne sais pas si j'ai mis 10 minutes ou plus. Mais... Beaucoup plus. Elle va. Bon, on va passer à Louis directement. Très bien. Je te mets la présentation. Juste. J'ai oublié, j'en profite, j'ai oublié de dire que la conférence est enregistrée. Moi, j'ai pas de slide au début. Hein. T'as pas de slide? Non. Ok. Bon, je prends toujours censé. Alors, moi, je vais commencer juste un peu par mon parcours et mon rapport actuel en fait au design, dans le sens où en fait, j'ai pas forcément une formation classique de chercheur en design. J'ai quand même en fait fait une mise à niveau en art appliqué au début de mes études. Puis après, en fait, à cette époque-là, je voulais faire d'autres choses. Je faisais des films et j'ai repris l'action du design un peu plus tard en master, avec un master à l'ENS qui était sur l'architecture de l'information, qui est un espèce de champ pas très clair qui s'est fait en partie manger par l'UX design. Voilà, je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais en fait, en même temps, j'ai commencé à publier en fait dans une revue qui s'appelait Strabic, revue de recherche en design, qui a été en fait pour moi comme une sorte de deuxième école et qui m'a permis en fait de développer une relation au design, mais par le commentaire ou la critique, disons, qui était vraiment très formateur, quoi. J'ai quand même finalement repris l'action du design en master et commencé à faire plutôt de la visualisation de données dans des contextes de recherche très particuliers, dont le Media Lab de Sciences Po, où il y a peu en fait de professionnalisation des designers. En tout cas, elle est émergente, mais très peu présente en France. Ensuite, j'arrive au doctorat où j'ai fait une enquête, donc une ethnographie, dans un style, donc à l'université de Warwick, dans un contexte anglo-saxon, un style d'enquête dans la discipline qu'on appelle plutôt Science and Technology Studies,
donc qu'on traduit souvent par sociologie des techniques ou anthropologie des sciences et des techniques en France. Donc une enquête embarquée dans une institution avec beaucoup de participation avec les acteurs, donc plutôt dans une démarche, disons, anthropologique, où l'idée c'est plutôt d'essayer de trouver le bon lieu et les bons interlocuteurs, et d'être beaucoup dans une forme de description de la vie quotidienne. Voilà, par rapport à plutôt une démarche qui serait plus sociologique, donc plutôt centrée sur l'idée de faire beaucoup d'interviews et d'avoir un enjeu sur l'action de la représentativité des données, en fait, c'est souvent ce qu'ont les sociologues. Et aussi, souvent, les sociologues, sur ces sujets, ont peut-être plus une volonté d'avoir un discours général plutôt sur la transformation numérique, chose où moi, je suis resté peut-être dans des choses un peu plus au niveau de la vie quotidienne. Et après, j'ai quand même une dimension d'enquête par le design dans ma thèse, que finalement, j'ai plutôt gommé. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, en fait, n'est pas vraiment dans ma thèse. Et donc, je pose la question pour moi en tant que chercheur interdisciplinaire, quelle est la place du design dans la panoplie d'attitudes, de ressources, d'outils que j'ai à ma disposition. Question qui n'est pas vraiment réglée pour moi. Donc, en gros, l'objectif aujourd'hui, c'est un peu d'aborder ça avec vous. Donc, quelques mots sur mon lieu d'enquête, qui était EtaLab, qui est une mission interministérielle, en fait, chargée de mettre en œuvre la politique gouvernementale sur la question de l'open data, donc de l'ouverture des données publiques des administrations. Donc, mission interministérielle, ça veut dire qu'à l'époque, en 2018, où j'ai fait mon enquête, elle était directement rattachée au Premier ministre et avec une dimension de coordination entre différents ministères. J'ai fait une enquête vraiment embarquée de mars à octobre 2018, donc 8 mois, avec ensuite de nombreux rendez-vous informels à EtaLab, mais dans différentes institutions, notamment les régulateurs de la CNIL et de l'ACADA, régulateurs du numérique. Qu'est-ce qu'EtaLab ? C'est donc, bon, ça je l'ai un peu décrit, mais quels sont les projets ? Donc il y a une grosse partie du travail qui est sur la question des infrastructures de l'open data, maintenir des données, mettre à jour ces éléments-là. Et le design est arrivé avec un projet qui s'appelait Entrepreneur d'intérêt général, qui a 4 ans maintenant, qui visait en fait qui vise toujours à des designers et des data scientists dans des institutions pour répondre à des projets et des problèmes de politique publique. Donc EtaLab a été décrit comme une des premières startups d'État, on peut dire. Donc c'est à la fois un lieu d'interface et de médiation entre le gouvernement, les administrations, les régulateurs et les citoyens, et un lieu stratégique aussi, c'est-à-dire c'est comme une strate au-dessus des administrations pour travailler à la transformation numérique de l'État. Donc c'est un agent de gouvernance aussi, qui a été décrit dans la thèse d'HDR de Sarah Labelle comme une hétérotopie administrative. Donc Sarah Labelle, elle reconnaît l'hétérotopie de Michel Foucault pour décrire une sorte de contre-espace, un contre-espace de l'utopie, c'est-à-dire qu'il y a un espace qui est contre la bureaucratie institutionnalisée, mais tout en étant à l'intérieur même de l'État. Donc une espèce de paradoxe vivant. Donc un lieu de contestation qui est très marqué en fait par l'imaginaire d'un dehors qui est celui du hacker en fait, et la figure du hacker de l'État, qui a une longue tradition dans le libre, le monde du libre. Donc il y a aussi c'est une institution donc EtaLab qui a une volonté de redorer aussi l'image de l'État qui aurait été, d'après le discours organisationnel, en fait amoindri par la critique de la bureaucratie en fait. Et donc pour mobiliser en fait ces forces-là, EtaLab recourt à un discours qui est celui de l'ouverture, qui est vu aussi comme une sorte d'horizon normatif de mise en connexion des gens, des personnes, des données à une échelle démultipliée. Qui travaille à EtaLab ? Des juristes, des chefs de projet, des data scientists, des développeurs, qui ont tous une forme d'homogénéité dans le sens où c'est tous des avocats de cette transparence et tous des personnes qui ont vraiment une volonté de transformer l'État grâce aux technologies et aussi, du coup, bientôt grâce au design. Ils ont été décrits aussi par Anne Belon dans un article publié cette année dans la revue Réseau, un article sur l'évolution de la loi Le Maire. Ils ont été décrits comme des entrepreneurs de la bureaucratie, c'est-à-dire qu'ils bousculent les institutions gouvernementales en y apportant de nouvelles manières issues des mondes du numérique. Donc souvent, le design est pris là-dedans, mais il est souvent pris
à travers l'idée qu'il faut transformer l'État avec le numérique. Le contexte de mon enquête, je suis arrivé à un moment où en fait il y avait vraiment une problématique liée à la question de la transparence des algorithmes. On était en 2018, il y avait eu la grande controverse d'admission post-bac et de Parcoursup. Donc cet algorithme qui à la fois note les étudiants à la fin du lycée et qui ordonne l'attribution des places dans des formations d'enseignement supérieur. Et face à cause de cette controverse, en fait, Etalab a été un agent à l'intérieur de l'État pour créer une régulation des algorithmes et qui a abouti à des dispositions de la loi Le Maire 2016 qui, en fait, permettent aux citoyens de demander des comptes aux administrations à partir du moment où, dans le cadre d'une prise de décision administrative, un algorithme intervient. Donc, un nouveau droit très puissant, plus puissant que le RGPD, voilà, qui soit aussi une forme d'innovation juridique par rapport à l'état de l'art. Et ces choses-là ont été pensées par des gens à Etalab en collaboration avec la loi Le Maire. Mais comme souvent, la loi, elle est compliquée en fait. Elle est compliquée pour les administrations, elle est compliquée pour les juristes, elle est compliquée pour tout le monde. Donc le design et la data science sont venus comme des manières potentielles, des moyens d'innover et de trouver d'autres dispositifs de transparence. Donc l'objectif de mon enquête, c'était vraiment de façon beaucoup plus conceptuelle, c'était réellement questionner la transparence algorithmique, arrêter de la voir comme un idéal, et un idéal normatif, et l'avoir comme une pratique bureaucratique avec des personnes, et aussi comme une forme de performance publique de l'honnêteté, de la moralité des institutions. Le design à Etalab n'était pas présent en interne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de designer toujours, je pense, qui travaille dans l'interne. C'est par exemple présent avec le dispositif EIG dont j'ai parlé, mais plus largement, l'institution s'inscrit dans la problématique du design des politiques publiques, qui est à la fois vue comme potentiellement une nouvelle science du gouvernement, au même titre qu'ont été les statistiques, la cartographie et d'autres éléments. Mais on peut se poser aussi la question de à quel point le design est aussi inféodé au pouvoir de la data science, et aussi à quel point il est réduit à en fait une seule dimension qui est celle de la relation usagée, en fait, qui est à la fois très importante, je pense, pour la qualité des services publics, mais qui est une sorte de réduction du design à des aspects purement utilitaristes. Je renvoie aux travaux de Maria Lauzen sur ces questions-là et d'autres. Par rapport à cette question du design, en fait, dans l'évolution des politiques publiques, je voudrais apporter deux choses différentes que je vais problématiser dans les anecdotes. La première, c'est essayer de voir le design comme un ensemble de savoirs et un ensemble de pratiques qu'il faut en fait plutôt mettre à profit à l'intérieur de l'enquête pour essayer de faire émerger la réflexivité des acteurs. Donc, dans une forme de collaboration, c'est souvent ce que l'ethnographie fait. On est là, on est un acteur interne-externe qui est un peu là et en même temps pas tout le temps là, et qui accompagne les acteurs dans un discours et une réflexion sur leur propre institution. Donc, première chose. Et deuxième disons, alternative disons, pour l'instant, le design dans la manière dont il est en train de se faire institutionnaliser, c'est plutôt par la création d'événements et de situations alternatives, essayer de voir le design comme une forme d'interruption dans la course à l'innovation. C'est-à-dire, on voit qu'il y a quand même un très fort déterminisme technologique du design. Voir peut-être comment, malgré tout, le design peut être un frein pour diverses raisons de sobriété écologique, d'arrêt de course à l'innovation, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense. Merci. C'est bon. Tu veux les diapos? Non, je crois que je suis la tendance à prendre des arbres. Je mettrai des diapos. Bonjour à tous, et moi aussi je suis ravie d'être là en situation un peu hybride, ce qui n'est pas évident à gérer, mais on espère quand même que vous nous suivez. Et en parlant d'hybride, du coup, une chose que je partage avec Lou, Robin et Julie, c'est aussi, beaucoup, si vous êtes là, je pense aussi, c'est cette un peu complexité de gérer différents statuts, différents positionnements. On est chercheur, on est dans des institutions de fait du coup universitaires ou pas, ou des écoles, mais on est aussi designer, on intervient comme consultant, freelance dans des collectifs, avec des formats hyper hybrides. On peut aussi travailler dans des boîtes de design,
Et on fait souvent tout ça à la fois, en plus. Ce qui fait qu'on ne sait pas forcément comment se présenter, on change en fonction des interlocuteurs, un petit côté caméléon, et je pense que c'est aussi de fait pour ça qu'on a choisi ce titre. Je pense en tout cas qu'on a appris à en jouer, et comme disait Lou, à en tirer profit aussi dans des situations où du coup on peut reformuler les demandes, amener les acteurs à accepter d'être plutôt dans une posture réflexive que dans une posture productive, enfin, ce qui a été un peu touché du doigt. Voilà, donc pour ma part, un peu tout ça à la fois. Enseignante aussi, je ne l'ai pas dit, mais en fait, ça aussi, en tout cas pour moi, c'est en train de transformer quand même pas mal comment je me situe, puis certaines réflexions de cette position-là, elles sont vraiment très riches. Et donc, moi, j'ai fait les Arts Déco de Paris. J'ai rencontré là des compères qui sont toujours avec moi au sein de l'atelier des chercheurs. Donc, on a cofondé ce collectif qui est un collectif de fait, mais on y reviendra parce que la question des formes du travail, je pense, nous occupe. On n'a pas de statut, on est quand même indépendant, c'est-à-dire on est à la Maison des Artistes tous les trois, mais on a toujours résisté. Toutes les autres formes nous ont appelés d'une certaine manière et on ne s'est pas retrouvés, donc on cherche toujours. Mais pour l'instant, du coup, de fait, on reste comme ça. Moi, mon rapport un peu, j'ai fait ensuite une thèse, mais c'est pareil, ça a commencé, d'ailleurs c'est marrant qu'on soit au CRI, parce que ça a commencé avec le CRI, j'ai été après mon diplôme des Arts Déco, je suis intervenue dans des écoles primaires pour faire des ateliers d'initiation au design. Et c'est comme ça que mon sujet et mon projet de thèse est né et a continué avec l'aide de Louis et Sarah au sein de l'atelier des chercheurs. Donc c'est une thèse en ergonomie, donc là j'imagine que vous êtes aussi familière des problématiques de où inscrire sa thèse. C'est pas une thèse en design, mais non. Cela dit, comme Julie d'ailleurs, dans le même laboratoire que Julie à Paris 8, j'ai découvert une discipline, mais en fait, je ne la connaissais pas du tout avant de m'inscrire. Il y a un rapport à la sociologie du travail / psychologie. C'est vraiment une discipline qui, elle aussi, a cette problématique praticien et chercheur. Donc là-dessus, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont une méthodologie d'intervention, du coup, qui, quand même, je trouve, moi, m'a beaucoup aidé. J'ai appris plein de choses, des unités d'analyse aussi très pertinentes, notamment les théories de l'activité. Si ça vous intéresse, on pourra en parler plus. Mais donc voilà, donc de fait, l'école a été mon premier terrain de recherche, avec plutôt un positionnement où j'étais plutôt dehors. Elle ne m'a pas appelée l'école, j'y suis un peu allée. Et puis, donc, dans des collaborations qui sont devenues des collaborations longitudinales, enfin vraiment pérennes, avec l'établissement de relations dans le temps et forte avec des enseignants, mais plutôt en venant m'insérer comme ça dans des espaces plutôt au début des classes d'école primaire. Et donc, plutôt un rapport à l'institution avec ces acteurs-là de méfiance. Enfin, en tout cas, l'institution est d'ailleurs appelée l'institution. Donc, quand les enseignants font référence à l'éducation nationale, voilà, c'est l'institution. Et quelque chose qui est, on sent une complexité aussi là dans ce rapport-là. Et là, ce qui s'est mis en place, alors, je fais en ce moment un peu une rétrospective de cette action-là qui dure toujours, donc ça fait presque une dizaine d'années. Je pense que le rapport au terrain aussi, quand moi je suis arrivée, d'abord fraîchement diplômée, j'avais un rapport très instrumental, c'est-à-dire je faisais mes prototypes, je voulais que les élèves les utilisent d'une certaine manière, que je caricature, mais voilà. Et j'étais très contente de pouvoir dire que mon étude avait fonctionné, puis que mon prototype était super, quoi. Et voilà, et ça a énormément, ça s'est transformé très fortement avec un rapport, du coup, beaucoup plus intéressé par ce qui est en jeu, en fait, dans les situations, ce qui est en jeu, beaucoup plus que même l'artefact ou de la manière... le relationnel et ce qui est en développement, en germe, du fait d'amener... ça peut être un artefact, mais ça peut être autre chose. Même d'ailleurs sa propre personne. Enfin, voilà. Et cette attention,
le développement d'outils d'attention aux situations, je pense, c'est vraiment ce qui, dans ce rapport-là, dans ces endroits-là, dans ces milieux-là, m'a permis de comprendre justement les points forts de ce qu'on pourrait appeler la recherche-action, donc de cette espèce d'hybridation de recherche et design, ou recherche et pratique en tout cas, sur place, quoi. J'y reviendrai peut-être, ça nous a permis de proposer un format qu'on a appelé de résidence de designer, notamment dans des écoles, qui a été repris plus tard justement par l'institution, le ministère de l'Éducation nationale, et c'est encore un mot qui circule, enfin qui devient quelque chose, donc c'est aussi intéressant parce que ça bouscule, on parlait de cadre normatif. Elle se pose la question de normativement et logistiquement, comment existe cette chose si on veut que ça se généralise. Là aussi, passage à l'échelle ou non, enfin voilà, on est sur ces questions-là. Et après ma thèse, j'ai été amenée à travailler à New York à l'ONU, au département des affaires politiques de l'ONU, où là j'ai été appelée comme designer, donc comme consultante externe, à plein temps, tous les jours, etc., mais quand même consultante, statut un peu étrange. Et j'ai été appelée comme, à la base comme Data Visualization Specialist. Donc pareil, en fait, quand même un gros rapport à la donnée. Donc le design a mobilisé là pour son expertise sur la représentation des données. Et là aussi, il a fallu, il s'est agi de déjouer un peu ce cadre-là pour je pense qu'on est sur les mêmes enjeux, quoi, pour amener une forme de réflexivité, une posture réflexive des personnes qui, en fait, témoignent d'une envie de changer leurs activités quotidiennes, quoi. Voilà, pour le dire simplement. Mais ne savent pas très bien comment faire, font appel au design pour différentes raisons. Et puis, il y a là un rapport assez... peut-être on pourrait faire deux sortes de types de personnes quand elles nous approchent, quand on rentre là. Il y a peut-être les personnes qui pensent vraiment que le numérique et les concepts différents vont révolutionner littéralement leur travail. C'est la paix dans le monde, en l'occurrence, on parle pas de ça. Et de l'autre côté, beaucoup de collègues qui étaient très intéressés au fait de rendre leurs documents plus jolis, plus compréhensibles, plus appréhendables, qui circulent mieux, etc. Mais qui ne se faisaient pas beaucoup d'illusions sur le fait que ça n'allait pas vraiment changer la face du monde. Donc je pense qu'il y a, en tout cas, moi je sentais très fort deux types de mise en lien, de rencontres dans mon travail. Et ça m'a amené aujourd'hui à vraiment m'intéresser, je pense, le cœur quand même de ce que je fais, si on peut dire mon axe de recherche à travers toutes ces histoires. Ce serait ce que Denis et Pontil aussi ont appelé Politic of Accounts. Donc, désolée, c'est un terme anglais, je pense qu'ils l'ont traduit, mais je ne trouve pas vraiment l'équivalent en français. Mais du coup, ce ne serait pas data design, parce que le terme données est quand même très connoté données numériques, numéraires, mais plutôt vraiment qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'il y a de la valeur, à quoi on donne de la valeur, parce qu'on regarde, parce qu'on parle en fait du reste du réel, et qu'on dit ça a un intérêt à être noté, à être montré, à être décrit, à être etc. Donc c'est vraiment cette question-là qui, je pense, en fait, traverse mon travail, notamment. Bon, je n'ai pas précisé ce qu'on faisait à l'école, mais c'était donner la possibilité aux élèves de dire eux-mêmes ce qui était important dans ce qu'ils faisaient. Donc, renverser un peu la pédagogie avec notamment des dispositifs de documentation. Donc, bien sûr, qu'est-ce que tu regardes, comment tu le montres, comment tu en parles, si tu y tiens, comment tu mets du soin dans comment tu en parles, etc. Voilà, et puis aujourd'hui, j'interviens dans la continuité, parce que c'est quand même des institutions un petit peu je travaille en tant que consultante parfois pour Betagouv. Voilà, j'ai pas assez de recul pour vous en parler là, mais c'est un travail qui se poursuit. Et sinon, je suis quand même en post-doctorat au Media Lab aussi, depuis vraiment pas longtemps. Donc, là, l'enjeu, c'est aussi essayer de faire de la recherche-action sur le phénomène socio-technique plus hype, tu ne peux pas, d'intelligence artificielle. Voilà, en quelques mots. Merci. Je passe à moi. Je vais juste mettre un diapo.
C'est à mon tour de me présenter. Je suis Julie Blanc. Au départ, je suis designer graphique. Enfin, j'ai été formée au design graphique, en tout cas à l'ERG à Bruxelles. Et j'ai continué dans la recherche et je suis arrivée aux Arts Déco, l'École nationale des arts décoratifs, où il y avait, à l'époque, on appelait ça une D0. Ils ont changé de nom parce que D0, c'est un peu zéro. Maintenant, on appelle ça plus un prédoc, qui était destiné à ce que des designers comprennent, enfin, soient pas encore en doctorat, mais découvrent un peu ce qu'est la recherche, parce que quand on a fait des écoles d'art, on ne sait pas forcément ce que c'est, on ne sait pas où chercher. Et j'ai commencé ma carrière, c'est un grand mot, de designer graphique indépendant. Et PGS, dont je vais vous parler après, c'était aussi à ce moment-là. Donc voilà. Si j'en profite pour dire, j'ai fait le site du Media Lab, comme ça on a tous cité le Media Lab. Voilà. Donc actuellement, je suis en 3e année de doctorat, donc forcément j'ai un parcours moins lent que le vôtre. Je suis financée par Artec, le UR Artec. Je fais mon doctorat à Paris 8 dans le même labo où était Pauline, mais on ne s'est pas croisés au labo, parce que quand elle a fini, je suis arrivée. Donc sous la direction d'Anne Basson-Notillon, et je suis aussi à l'INSAD, l'INSAD Lab, sous la direction de Samuel Lantini et de Lucie Lotte, qui est mon encadrante. Donc ça, c'est pour un peu tout le contexte, parce que j'ai pas grand-chose à dire sur les institutions d'autres. Enfin, si, j'ai des choses à dire, mais voilà. Et je travaille sur en fait, l'utilisation des technologies du web dans l'activité des designers graphiques. Et du coup, c'est un doctorat qui est en ergonomie, dont on peut parler déjà Pauline. Mais ce qui va m'intéresser, je passe un peu par là, c'est que j'ai commencé il y a 4 ans à en fait utiliser les technologies du web pour l'impression. Je vais vous en parler un peu, et je suis entrée dans une équipe qui développe un outil qui s'appelle PageJS, qui est un outil open source qui permet d'afficher en fait un contenu qui est paginé, qui est plus en flux comme on a sur notre ordi, mais qui est vraiment paginé page à page dans un navigateur. Et du coup, de faire des livres à partir des technologies du web. Et en fait, pour cette conférence, qui était intéressant et dont je voulais parler, je ne vais pas parler trop longtemps de PageJS parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était surtout le rapport au World Wide Web Consortium, donc le W3C, qui est en fait l'instance mondiale, donc c'est une institution, enfin un consortium, qui crée les langages du web, en fait, qui décide si on écrit ça en HTML dans le navigateur, ça doit donner ça. Si on écrit ça en CSS, qui est le langage HTML, c'est le langage pour la sémantique du web, on dit ceci est un titre, et CSS, c'est le langage pour le mettre en forme, en fait, c'est le langage qui finalement intéresse le plus les designers. On met en forme des choses, on compose, pour indiquer comment ça va se comporter à l'écran, comment ça va s'afficher, etc. Et les navigateurs sont censés implémenter ce que leur dit le W3C. Et c'est là où on rejoint PageJS, c'est qu'en fait, CSS, c'est construit un peu comme ça, là, c'est des modules que vous voyez à l'écran, qui ont qui donnent différentes briques, on va dire, du langage CSS. Par exemple, il y a un module qui parle que de la typographie, un module qui parle que des couleurs, etc. Et ils sont à différents stades, ces modules. Ils vont du brouillon, c'est le stade donc working draft, qui est le plus faible, à la recommandation. Et en fait, c'est des spécifications qui sont écrites par le W3C. Et tant que ce n'est pas en recommandation, les navigateurs n'ont pas l'obligation d'implémenter ces choses-là. Sauf qu'on a quand même accès à tout parce que c'est open source. Donc, il y a des gens qui discutent de quel va être le futur de CSS. Et il y a des modules, qui nous intéressent beaucoup, qui s'appellent les modules qu'on met sous l'appellation CSS Print. Il y en a plusieurs qui sont ceux-là, qui nous intéressent. Et en fait, la plupart sont en working draft. Donc, en fait, les navigateurs ne les ont pas du tout à implémenter. Et PageJS
ce qui nous intéresse, c'est de quand même les implémenter parce qu'on en a vraiment envie, on en a vraiment besoin pour plein de raisons. Les designers s'intéressent à ça, notamment faire des livres avec des choses open source. Et donc ça ressemble à ça. Là, il y a un extrait de code, par exemple en CSS. Si on tape ça dans nos fichiers pour créer notre site web et notre livre après, ça ne marche pas en fait. On sait que ça s'écrit comme ça, il y a les spécifications, mais il n'y a rien qui se passe, quoi. Et du coup, Pages.js, là on voit à l'écran à gauche, c'est ce qui arrive dans le navigateur, va détourner en quelque sorte CSS qui existe déjà pour quand même réussir à utiliser ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle un polyfill. C'est simuler dans un navigateur des fonctionnalités qui ne sont pas nativement disponibles. Et ce qui est vraiment hyper important, c'est que c'est un travail qui veut garder les standards du W3C de cette institution-là, en fait. Et du coup, moi, pendant 4 ans, j'ai eu différents rapports avec le W3C, mais des rapports plus éloignés que les vôtres, parce que le W3C a un fonctionnement en gouvernance, on a dit tout à l'heure, on peut dire ça, qui est, en fait, c'est quand même, le web aujourd'hui, tout le monde l'utilise, tous les GAFA, il y a le web dessus, et du coup, le W3C, c'est un consortium où il y a beaucoup d'enjeux politiques, en fait, énormément, beaucoup plus qu'on le croit. Et en fait, n'importe quelle entreprise qui est dans le numérique a un représentant dans le W3C. Et il y a des prix d'entrée, en quelque sorte, pour faire partie du W3C qui sont très, très élevés. On ne peut pas y aller comme ça. Même une des personnes qui a écrit les spécifications de PageMedia, il est chez Hachette. Et je sais qu'à un moment, Hachette s'était posé, plutôt en France, je crois, s'était posé la question, est-ce que ça vaut encore le coup d'être au W3C, pour vous dire que c'est des grosses sommes, quoi. Mais des fois, il y a des experts invités aussi, des gens qui sont vraiment super spécialisés dans le domaine qui vont être invités. Et où il y a des gens, comme les gens de Pages.js, qui sont juste là, qui s'intéressent fortement à quelque chose et qui ont des petits liens comme ça, qui vont dire « Ah, non, regardez, on essaie d'implémenter les standards. » Et c'est comme ça qu'on discute avec eux. Je ne sais pas trop combien de temps il me reste, parce que sinon je peux montrer la suite. J'ai encore un peu de temps. Donc ça, c'était l'équipe de Pages.js. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est l'autre présentation. Pardon, je vais changer. Donc ça, c'était le premier meeting où en fait Pages.js a été lancé. Pour vous dire que c'est pas sorti de nulle part, c'était au MIT Press à Boston. C'était du coup il y a 4 ans, ce qui fait un long moment. C'est plein de gens qui se sont réunis, des éditeurs qui se disent nous, on a vraiment envie que ces standards ils soient implémentés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'était sous l'impulsion aussi de Adam Hyde, de la Collaborative Knowledge Foundation, qui nous a embauchés, et je pense que c'est hyper important de le dire, on était payés. Là, je suis en thèse, donc c'est différent aujourd'hui, mais à l'époque, on était payés. Et Fred et Julien, qui sont dans l'équipe, sont toujours payés pour développer cet outil open source. Et c'est de là que c'est parti. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, c'est un autre meeting qui est hyper important, qui s'est passé en février 2020, juste avant la pandémie. C'était mon dernier voyage. C'était à Prague. C'est des gens du W3C qui se sont réunis, ou pas du W3C d'ailleurs, qui se sont réunis, qui ont un intérêt pour le CSS Sprint, de différents outils, parce qu'il n'y a pas que Pages.js, qui se sont réunis pour dire on va fonder un groupe qui va être, on l'a appelé le CSS Sprint Community Group, qui va être un groupe de gens qui sont hyper intéressés par ça et qui ont besoin de pousser cette envie vers le CSS Working Group, qui est un autre groupe, qui est le groupe qui décide comment CSS va être implémenté sur un mode de gouvernance, et pour montrer l'intérêt en fait. Et du coup, ça a été fondé en février. J'ai pas trop de trucs à en dire parce que la pandémie a un peu freiné, mais l'idée c'était que normalement en septembre, chaque année, il y a des gros événements du W3C et qu'il y a des choses qui s'y passaient. Et Pages.js a été présenté là. Moi, c'était l'occasion de rencontrer les gens qui ont écrit les drafts
des CSS. Et ça a aussi été l'occasion pour moi de comprendre que, en fait, c'est vraiment, même si c'est très politique certains enjeux, des enjeux comme le print, les gens, ils se fichent un peu, les navigateurs. Du coup, au contraire, c'est des gens qui sont un peu passionnés, qui vont se rencontrer, qui disent « Ah ouais, il faut écrire quelque chose ». Et je découvre, par exemple, à ce moment-là, que CSS Print for Page Media, Generated Content, for Page Media, c'est Dave Kramer qui l'a écrit de Hachette, et en fait, il a un peu écrit tout seul. Et après, on se dit, mais attends, on base tout sur ce qu'un mec passionné a écrit. Donc, c'était assez intéressant de voir ça. Juste pour montrer les spécifications, ça ressemble à ça. C'est imbitable, hein. Enfin, il faut le lire assez longtemps. Quand nous, on est censé aussi comprendre comment on peut implémenter ça. Ça, c'est par exemple, c'est un exemple d'implémentation où à gauche, on voit une proposition de W3C et à droite, c'est nous, comment on va essayer de suivre quand même les standards. Et il y a beaucoup de questions. Vous me dites s'il y a une question vraiment importante de précision. Ok, ça va. Et du coup, nous, on va utiliser CSS Grid pour implémenter CSS. En fait, on détourne. Mais c'est aussi qu'il y a une part de... comment dire j'ai pas le mot. J'ai pas le mot, pardon. J'ai perdu le mot. Des devinettes, ouais. Essayer de coller au truc, mais on n'est pas sûr que c'est ça, mais on essaie. D'interprétation, une marge d'interprétation, merci. La dernière chose, c'est que en fait, les gens qui ont écrit ces specs, c'est pas forcément des designers graphiques, alors que c'est du design graphique quand même, la plupart. Donc, il y a plein de choses qui manquent, ou des trucs qu'on a trop envie de faire, mais qu'on ne sait pas. Et du coup, moi, un des travaux que j'avais fait aussi avec Julien, c'était de faire des notes, par exemple. On peut faire que des notes en bas de page. Mais les designers graphiques, on a plutôt l'habitude de mettre des notes un peu partout. Et du coup, c'est vraiment une question de comment je vais traduire ça en langage CSS tout en respectant les standards qui ont déjà été faits. Et c'est vraiment un travail qu'on a fait qui a été assez long. Et en fait, on l'a proposé. On a fait un draft de spécification qui n'est pas encore un working draft W3C officiel, mais juste, j'ai ouvert une issue sur le Git du working group print, quoi. Enfin, voilà, c'était vraiment... Mais c'est hyper long, hein. Il est assez long. Les spécifications sont assez longues parce qu'il y a tout un travail d'écriture pour bien comprendre, etc. Et je vais finir sur ça, et je trouve que ça reboucle parfaitement avec ce que je voulais dire aussi sur c'est des personnes. J'ai partagé ça. Et là, la personne qui répond sur Twitter, c'est Acom Willou. Et en fait, c'est le créateur de CSS. Et qui dit ouais, c'est super intéressant, c'est vraiment un truc qu'on doit penser. Et en fait, je dis, mais moi, j'ai fait ça, on en a discuté, et puis d'un coup, il y a un des créateurs, il n'y a pas que lui, c'est plusieurs personnes qui l'ont créé, mais il est quand même important, quoi, qui vient répondre, quoi. Et bon, pour l'instant, c'est pas aller plus loin parce qu'il y a eu la pandémie, on est tous passés à autre chose sur certaines choses, mais on pourra reprendre la discussion. Et en fait, c'est un truc hyper intéressant, ça j'y reviendrai après, qui a été écrit dans cet article-là qui est sur CSS Street, qui est l'histoire de CSS. Il est très très bien cet article, l'histoire du web, et c'est le chapitre sur CSS. Et je ne sais plus comment il s'appelle, l'auteur. Mais à un moment, dans son article, là, je vous ai mis un extrait, il dit que, il parle de Meyer, qui est une autre personne qui était dans les débuts, qui dit que vraiment le succès de CSS, c'est vraiment grâce à un groupe de passionnés, grâce à des gens, et que en fait, l'histoire de CSS, c'est vraiment l'histoire des personnes qui l'ont fait, et que c'est pas forcément l'institution finalement, mais c'est quand même un standard, et le W3C, c'est une institution hyper forte. Mais de voir à quel point c'est des personnes passionnées qui vont commencer à écrire des spécifications, et qu'après, donc, tout le monde l'utilise, c'est vraiment fort. Donc voilà, c'était un peu un autre rapport à l'institution que je voulais montrer. Et je vais pas lire directement les questions, c'est peut-être ça un peu. Ok,
je regarde et après on passe à la discussion. Est-ce que ça permet de remplacer le PDF? En fait, on crée du PDF. Ça ne remplace pas le PDF. Le CSS Print, c'est un affichage. La question, c'est est-ce que le CSS Print pourrait à terme remplacer le PDF? Non, parce qu'on sort du PDF quand même. C'est vraiment, on affiche à l'écran des pages et après, on utilise la fonction des navigateurs qui est fichier imprimé pour créer un PDF qui est envoyé à l'imprimeur. PDF, ça reste le standard des imprimeurs et c'est différent. C'est comme InDesign, le PDF, c'est la sortie en fait. Donc, précision technique. Ça questionnait dans la conversation pourquoi est-ce qu'on garde le PDF comme standard, parce qu'il y en a. Okay. Pourquoi on garde le PDF comme standard? Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il y a PostScript, mais c'est le standard des imprimeurs. Donc, en fait, on est un peu coincé avec PDF. Et puis, c'est une sous-couche technique qui est plus dure aussi. C'est beaucoup plus facile. Je peux, en tant que designer qui n'avait pas appris à coder avant, utiliser CSS. Je pense que je ne peux pas transformer un PDF moi-même. Un langage PDF, du PDF. J'ai déjà ouvert, c'est compliqué. Plus compliqué que CSS. Donc voilà. Il est quelle heure? Il est 19h, ça fait 1 heure. Je pense que je ne vais pas dire les axes parce que ça va prendre trop de temps. Et on va directement engager la discussion. Vous pouvez poser des questions dans la discussion publique. On regardera au fur et à mesure. C'est encore sur PDF. Mais vous pouvez poser des questions sur les institutions et ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais du coup, il y a plein de choses qui ont été dites là pendant nos 4 présentations. Il y a plein de questions qui ont été posées. Donc, il faut se dire sur quoi on commence à parler. Je propose quoi? Je sais pas, tu veux commencer, Robin, sur le premier thème qu'on avait? Ouais, le premier. Dessus. Ouais, je peux lancer comme ça si vous voulez. Le premier thème, c'était se placer, se déplacer, placer, déplacer. Donc, c'était la question qu'a beaucoup abordée Pauline sur comment on se situe en tant que chercheur, en tant que designer dans les situations qu'on rencontre. Est-ce qu'il y a des frictions, des alliances, comment on se présente aux gens? Parce que ça nous permet justement de proposer de nouvelles choses parce que c'est trop flou, donc les gens ne savent pas trop. Ou est-ce qu'il y a trop d'attentes sur le fait qu'on soit designer? Ok. Comment ça, si vous voulez? Vas-y. Je vais essayer de battre aussi en intro. Alors moi là-dessus, donc ces thèmes sont un peu une espèce de regroupement qu'on avait fait à partir des discussions préliminaires qu'on avait. En fait, j'avais 2 anecdotes. En fait, la première est assez personnelle et spécifique aux institutions universitaires. La deuxième aussi est peut-être un peu moins personnelle. La première, c'était en fait en réfléchissant à cette question du placement et du déplacement. Dans la discussion avait beaucoup émergé le fait que les savoir-faire techniques et matériels des designers étaient une espèce de couteau à double tranchant qui pouvait dans certains cas nous permettre d'accéder à des terrains ou à des situations ou même très concrètement à des postes intéressants, mais qui aussi pouvaient dans d'autres cas être une forme de limitation. Donc moi, la première anecdote, c'était un peu un retour sur un moment en fait qui est lié à moi, mon parcours en fait. Donc j'ai fait une thèse longue, beaucoup plus que 3 ans, en fait donc j'ai eu un financement sur 3 ans, et à la fin de ces 3 ans, de ces 3 premières années de thèse, s'est posé la question de comment continuer à vivre en écrivant la thèse. Il y a plusieurs options, on peut en parler. Mais donc moi, celle que j'ai choisie, ça a été de ne pas prendre un poste, le type de poste qui est, ne pas chercher un poste, je ne sais pas si je l'aurais eu, mais le type de poste qui est d'habitude associé à cette situation, qui s'appelle ATER, qui veut dire attaché temporaire anciennement à des recherches, mais plutôt de prendre un poste en fait de développeur dans ce fameux Media Lab dont on vous a déjà tous parlé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette manière de gérer donc, cette question socio-professionnelle de l'après-financement de thèse, elle avait été, c'est pas quelque chose de pensé, mais elle avait été finalement préparée par tous les 3 ans qui avaient précédé,
puisque comme je l'avais dit dans l'introduction, donc moi j'ai commencé ma thèse par un terrain qui arrivait très tôt sur un projet donc, au Media Lab qui s'appelait Enquête sur les modes d'existence, dans lequel j'étais donc pas financé par le Media Lab, en poste plutôt d'observation participante, disons, pendant 10 mois. Et donc c'était une occasion d'observation, mais aussi, en fait, pour moi, un grand moment de formation, notamment sur le plan des techniques de développement et du design d'interface, puisque bon, je ne vais pas le temps de revenir dessus, puis les images ne marchent pas, mais j'ai fait pas mal d'expérimentation sur la manière dont on pouvait analyser avec les pratiques de design des projets de publication expérimentaux. Et en fait, donc l'anecdote, c'est juste enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est un moment où, en fait, donc, après avoir terminé mon terrain d'observation participante, je suis reparti faire d'autres choses dans le cadre de ma thèse. Et en fait, j'ai développé des propositions que j'ai ensuite expérimentées, enfin, comme je le disais, dans une logique de dérivation. Et en fait, je suis revenu ensuite présenter au Media Lab ces éléments-là, leur dire parce que vous ne voudriez pas qu'on le développe ensemble. Et en fait, ça a été, enfin pour moi, cette question du développement notamment d'éléments logiciels, donc qui mobilisait à la fois du design d'interface et puis des compétences en développement que j'avais acquis un peu avant la thèse, mais que j'ai quand même beaucoup acquis pendant mon temps de thèse. Ça a été ma manière de me placer. Et cette manière de se placer, en fait, c'est en même temps la résultante d'une attitude dans le cadre des premières années de thèse que alors, je reprenais les textes de Tim Ingold qui parlent d'engagement observationnel. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que sur ce terrain, en fait, j'ai commencé par essayer de faire ce que faisaient les ingénieurs et les designers bizarres qu'il y avait là-bas, quoi. Et en fait, ça a été la manière de me placer. Et là-dessus, juste l'élément auquel ça m'a fait penser en reportant dans cette anecdote, que je voudrais peut-être intégrer à cette discussion, c'est en fait une littérature que j'ai assez peu travaillée dans le cadre de ma thèse, mais qui est toute la littérature de la sociologie du travail, notamment de la sociologie du travail scientifique. Et je pense particulièrement au travail de Pierre Michelmanger, qui est donc un sociologue du travail, qui a fait un cours au Collège de France en 2016 sur la sociologie du travail scientifique, et qui le décrit beaucoup en termes de gestion du risque. C'est-à-dire qu'il explique que le monde de la recherche, en fait, le monde dans l'enseignement supérieur de la recherche, justement, propose pour les carrières des personnes qui sont impliquées deux voies, qui sont d'un côté l'enseignement et de l'autre côté la recherche. Et en fait, suivant les contextes nationaux et les contextes institutionnels, il y a toujours une manière de gérer en fait la différence de risque entre ces deux activités, dans la mesure où, du point de vue du financeur, en fait, l'enseignement est une activité qui est peu risquée, puisqu'à la fin de chaque année, on a des diplômés, des gens qui font sur le marché du travail, alors que la recherche, c'est beaucoup plus risqué. Il y a énormément peu de papiers qui vont finalement avoir vraiment un impact, entre guillemets, même si j'aime pas beaucoup ce mot. Et moi, en fait, la réflexion que je me suis faite, c'est que cette voie que moi j'ai choisie, dans un premier temps, donc prendre un poste vraiment de service de développeur, c'était un peu une troisième voie qui n'est pas abordée dans ce travail, qui est apparue aussi avec l'apparition des designers dans la révolution sociale, qui est la production d'outils et de logiciels, qui sont aussi des formes d'activité finalement un peu à moindre risque, dans le sens où elles impliquent forcément des livrables, des choses qui vont être utilisées, mais qui présentent aussi le paradoxe pour les individus, qu'elles sont très peu valorisées dans les carrières de la recherche. Donc c'est à la fois des choses dont les institutions sont friandes, pour lesquelles ils sont prêts à fournir des contrats, de CDD souvent, de CDI parfois, mais qui dans le même temps sont complètement, au même titre que l'enseignement en fait, sous-évalués dans le champ de la gestion des carrières et de l'évolution socio-professionnelle. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça. Est-ce qu'on fonctionne en rebond, ça vous va? Oui, vas-y. Ouais. Parce que du coup, ça m'appelle directement ce que tu disais sur voilà, un peu faire des choix. Puis alors, parfois, tu as l'impression d'être obligé de penser en stratège de ta carrière, alors que tu n'as pas du... Enfin, voilà, c'est pas forcément une manière de penser comme ça, mais c'est vrai que sur en fonction de ce qu'on veut qui se développe, nous, on a beaucoup été appelés l'atelier des chercheurs par des équipes de recherche. Et en fait, on est toujours mentionné dans les projets, parce que voilà, c'est peut-être beaucoup ce cadre normatif-là qui est questionné, mais on est mentionné comme prestataire sur une ligne comptable. Alors que, j'ai deux exemples en tête, l'entièreté du projet quasiment est basée sur l'outil qu'on est censé co-concevoir. Donc ça pose énormément de questions, puisque on se retrouve dans une position où on est un peu dénigré dans nos compétences, on va dire, intellectuelle ou de formalisation ou de réflexion, alors que en fait
je dis pas c'est pas de la mauvaise foi de la part de nos partenaires qui ont bien souvent reconnaissent qu'on a largement contribué à cette réflexion, mais en fait, voilà, dans la manière dont c'est écrit, et donc ça va rester, donc ça va faire trace et histoire, en fait, on n'apparaît pas. Donc quand on veut se développer sur cette ligne un peu de crête entre recherche et design, c'est une vraie question de se demander... il y a deux options, et moi, la manière dont je le vois aujourd'hui, c'est-à-dire j'essaie de ne pas justement me demander en amont, attends, ma carrière, j'ai envie qu'elle soit dans ci ou ça, parce que je trouve pas très intéressant. Par contre, et là c'est une question collective, c'est bien que cette parole soit partagée, quoi. C'est est-ce qu'on peut faire corps, créer des propositions, des formats qui seraient pertinents pour nous, sachant qu'apparemment, enfin, et là, c'est pour ça que ces relations sont intéressantes, c'est bénéfique à d'autres. Enfin voilà, ça ne serait pas que pour servir la cause des designers, c'est aussi pour on voit bien qu'il y a l'émergence de besoins à cet endroit-là, notamment méthodologique, mais pas que. Et du coup, comment participer à ces réflexions en étant à la fois chercheur et designer reconnu pour les deux, quoi. Et voilà, donc c'est pareil, comment on change cette ligne budgétaire-là, comment elle évolue, comment on le nomme, quel mot on utilise, enfin voilà, c'est une question de fond peut-être. Finalement, c'était dans l'administration qu'il y avait cette ligne. C'est dans l'écriture du projet, tu sais. Et du coup, dans la manière ensuite d'en parler, bah, pareil, la question de qui est auteur, ensuite de la connaissance qui est produite, enfin voilà, là-dessus. Donc je pense que là, on a un rôle à jouer en se fédérant, en créant un corps et des propositions, si c'est quelque chose qui est répété et qui s'avère être problématique pour beaucoup d'entre nous. Je vais rebondir sur ce, parce que je pense que vous posez une question tous les deux qui est celle de l'action de la reconnaissance et de potentiellement en fait, la reconnaissance partielle ou insatisfaisante, en fait. Mais je pense qu'elle est sur deux registres différents. Il y a le fait que dans le projet, on affiche des choses et que je pense que la traduction comptable ou bureaucratique de ces activités-là, tu vois, il y a des ratés, en fait, dans la traduction institutionnelle, comme tu le dis, avec dans la ligne comptable, tu apparais comme prestataire alors qu'en fait, tu fais un projet de collaboration. Du coup, moi, j'ai une anecdote un peu pareille où, en fait, à Etalab, j'ai, en fait, avec eux, fait l'objet, enfin, en gros, on a signé un contrat de collaboration entre mon labo en Angleterre et Etalab qui réglait notamment des questions de confidentialité, d'accès, beaucoup, parce que Etalab, c'est un endroit où, en fait, on rentre avec un badge, c'est un ministère, il y a des problèmes voilà, de sécurité aussi. Mais ce qui était drôle, c'est que j'avais quand même un badge, mais sur lequel était marqué prestataire extérieur, qui pose aussi des questions complètement débiles de l'ordre de, en fait, à la cantine, du coup, c'est beaucoup plus cher. Ça, c'est des choses du quotidien de l'enquête qui, effectivement, on ne trouve pas leur place dans l'écriture d'une thèse, mais qui disent des choses sur voilà, l'impossible reconnaissance des designers ou de la place des enquêteurs, où les institutions, du coup, malgré tout les acceptent parce qu'il y a des intérêts. Mais en tout cas, la traduction, des fois comptable ou bureaucratique, pose des questions aussi, quoi, sur aussi la valorisation après de comment tu apparais sur un projet. Pour poursuivre et pour élargir, parce que c'est vraiment pas que pour les designers, hein, ni les chercheurs. Enfin, à l'ONU, c'est extrêmement fort. Donc, on a, comme tu dis, nous, c'est pas les repas, c'est absolument tout, jusqu'à la porte par laquelle tu rentres n'est pas la même si tu es staff ou si tu es consultant. Sachant que tous les profils, enfin, c'est ça qui est très paradoxal, toutes ces personnes qui sont censées sauver l'organisation, puisqu'il y a quand même ce discours-là très fort, l'innovation est quand même censée vraiment transformer, révolutionner tout ça. Passent par la petite porte, sont soumis à des contrôles de sécurité. Quand on prend l'avion, pour vous donner un exemple bête dans le style de la cantine, c'est quand même, les staffs sont en business quand les consultants sont en éco. Enfin, voilà. Donc, ça crée des rapports avec les collègues, il faut l'imaginer quand même au quotidien, c'est vraiment étrange. Et donc, on est dedans, dehors. Et je pense que les administrations, en plus, faisant de plus en plus appel à des consultants, c'est quand même une forme très répandue, c'est pas une question mineure du tout, quoi. Et donc, voilà, comment, et puis, bon, et ce dedans-dehors par rapport à une volonté transformatrice permanente, réformatrice, la réforme éternelle, quoi. Je ne sais pas comment
comment en plus nous situer pour ne pas porter ou cautionner cette logique de transformation magique par le design, par le projet, etc. En fait, je crois que ce que tu racontes ici, ça rentre dans un autre angle qui est la question de notamment le recours aux prestataires de la puissance publique ou disons gouvernementale, dans une logique où voilà, il y a apparemment, d'après ce que j'ai compris, énormément de recours aux prestataires, et alors même que par exemple des institutions comme Etalab ont défendu l'idée de créer Etalab, c'était de faire venir déjà des gens qui sont des transformateurs pour ne pas faire appel à l'extérieur. Chose qui, d'après ce que j'ai compris dans l'histoire d'Etalab, finalement, c'est pas réalisé, quoi. Donc il y a toujours, voilà, effectivement, ces institutions ont besoin de gens externes, quoi, finalement. Je sais pas, est-ce que j'enchaîne sur, parce que moi je voulais relier ça à des questions aussi de, enfin tu vas commencer à parler de statut et de ça, plutôt des questions liées à la précarité. Du coup, je vais peut-être enlever. Donc comme je disais, donc moi j'ai eu un projet avec un contrat signé entre deux institutions. Mais quand je suis allé une première fois à Etalab, présenter un peu mes enjeux de recherche, qui j'étais, qu'est-ce que je faisais. Et j'avais présenté aussi un peu voilà, mon statut à la fois en tant qu'ethnographe et designer. Et la personne que j'avais avec mon interlocuteur m'a posé très vite une question en fait qui était est-ce que tu veux être payé mais en fait j'ai pas d'argent, je peux pas te payer, quoi. Alors même que moi je n'avais pas levé la question en fait. Donc c'est en fait des institutions aussi qui ont beaucoup recours à l'externe et c'est comme ça qu'ils avaient à gérer un certain nombre de personnes. Mais quand on ne rentre pas dans ces cases-là, ben, du coup, ces institutions ne savent pas trop quoi faire en fait. Donc l'anecdote, voilà, c'était vraiment, la personne me dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? J'en ai pas. Donc c'est à la fois une sorte de reconnaissance de l'expertise du design, qui en temps normal devrait être monétisable en fait, enfin devrait être monétisé. Mais c'est aussi une anecdote qui a jeté une ambiguïté en fait sur mon statut en tant que doctorant, ethnographe, designer, prestataire, tout ça, et qui a été en fait annonciateur vraiment, enfin une anecdote plutôt annonciatrice de ce mélange de statuts que j'ai eu tout au travers de l'enquête, c'est-à-dire à la fois ethnographe non financé. Oui, donc en fait j'ai fait une thèse non financée aussi. Donc ça c'était mon cadre. Donc et donc pas non rémunéré par Etalab. J'ai aussi fait un travail de design avec eux non rémunéré, mais ensuite 8 mois après les 8 mois d'enquête, là j'ai fait des contrats de freelance avec eux. Donc on voit qu'il y a une nécessité de cadrer en fait les choses pour eux, qui voilà du coup dans cette forme de rigidité ou en tout cas qui est un peu difficile. Donc je voulais parler en fait de cette question-là par rapport au cadre de la précarité. Et donc voilà, moi j'étais thésard non financé avec tout ce que tu disais au début, j'étais à la fois donc doctorant non financé, ethnographe, designer, enseignant vacataire, designer en freelance et aussi citoyen, sujet de droits sociaux qui bidouille avec la CAF et Pôle emploi. Donc tout ça crée une espèce de couche qui est assez classique, qui correspond à aussi d'autres profils comme le profil de l'intello précaire et le profil du chômeur doctorant. Et donc, je me suis intéressé en fait à un article de Guillaume Huguet qui a été publié cette année qui s'appelle « Lire l'enquête depuis le chômage ». C'est vraiment un article sur qu'est-ce que ça veut dire de décrire depuis une situation de précarité. Article qui a été publié dans un livre qui s'appelle « Savoir de la précarité », édité par Joël Lemarec et Esther Duplessis. Et donc, Guillaume Huguet, il commence en disant que finalement, les situations qui font la précarité, c'est celles qu'on peut expérimenter, élaborer, exprimer pour en fait réfléchir à la conscience des institutions. Ou au contraire, comment en fait on nous interdit un certain type de pensée et des choses à dire par rapport à ces institutions. Donc après, voilà, pour lever un livre aussi, je ne voudrais pas parler de la précarité dans forcément comment on la subit, la souffrance que ça peut être, bien que c'est un sujet important à aborder. Mais c'est plutôt là la question de comment méthodologiquement, en fait, on en fait des choses et on arrive à dire des choses de l'enquête à partir d'un certain point de vue, qui est celui du précaire. Donc, Guillaume Huguet, il commence en disant, finalement, qu'est-ce qu'elles font les institutions? Elles font une sorte de partage un peu bizarre entre vie privée et vie publique.
elles établissent un découpage, une assignation des rôles, qui pour lui, en fait, était voilà, l'assignation entre d'un côté chômeur, d'un côté travailleur, qui est en fait une sorte de dichotomie qui n'existe pas vraiment parce qu'en fait, il y a plein de situations où les gens sont chômeurs, mais en fait, ils travaillent avec des statuts très particuliers et tout ça. Donc, une impossible reconnaissance de l'hybridité et de l'étrange qu'on retrouve dans tous nos 3 profils, en fait, qui est assez symptomatique de la question et qui n'a pas été abordé dans ma thèse en Angleterre en sciences sociales. Donc, c'est peut-être aussi symptomatique de aussi l'impossible reconnaissance de la précarité du point de vue des institutions universitaires. Finalement, peut-être les seules personnes à qui on parlait, c'est les syndicats. Peut-être, j'imagine. Donc voilà, l'institution, elle produit des fausses binarités, le chômeur, le travailleur, l'intello précaire, qui pour moi, en fait, sont traduits de différentes manières, qui ont amené à différents paradoxes. Celui de, finalement, je me suis mis à travailler comme designer, mais finalement, celui qui travaille, dans ce cas-là, n'est pas celui qui est payé. C'est un peu bizarre, quand même, puisque j'ai travaillé gratuitement. Deuxième idée, finalement, du point de vue de l'institution, celui qui ne travaille pas, c'est-à-dire l'ethnographe, parce qu'on ne sait pas vraiment en fait, catégoriser, c'est vraiment du travail, c'est une enquête. Celui qui ne travaille pas et a aussi appelé à rester discret, qui est, bon, après c'est l'éthos de l'ethnographe aussi, mais rester discret, mais aussi à ne pas poser certaines questions. Enfin, moi, sur certains sujets, Parcoursup, par exemple, on m'a dit bon, pas trop de questions non plus. Mais voilà, donc impossible reconnaissance, mais qui des fois se traduit quand même, il y a des formes de reconnaissance qui se traduisent, par exemple, moi, on m'a quand même donné une adresse lou.cellar@datagouv.fr. Fait que quand même, malgré tout, en fait, on peut joindre des gens avec une sorte de reconnaissance institutionnelle. Voilà, donc il y a ça, et le badge prestataire, je paye cher la cantine. Donc, c'est des traductions très, très bizarres de tous nos statuts. Hein. Voilà, donc un double mouvement qui est une impossible reconnaissance. Et comme le dit Guillaume Moguet, en fait, ce que ça fait, cette précarité, c'est que ça crée des subjectivités clivées, en tension, en contradiction, qui sont un peu flottantes. Voilà, donc il y a à la fois une reconnaissance du designer insatisfaisante, puisque Etalab, apparemment, du coup, ne pouvait pas me payer. Et en fait, quand même, ils auraient pu, en fait, j'aurais sûrement pas accepté. Donc, c'est aussi pour montrer l'impossibilité, en fait, des situations. Je ne suis pas là à dire, en fait, j'étais en manque d'argent, c'est pas ça la question. C'est voilà, c'est aussi l'impossibilité et la question de la complexité des terrains d'enquête. Donc, Guillaume Meguet, il dit que finalement, toutes ces reconnaissances insatisfaisantes qu'on vit tous, elles doivent être vues comme des sortes d'écarts constitutifs des institutions. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment ce qui échappe à la reconnaissance, ça doit être vu comme un fondement pratique. C'est ça qui fait en fait tenir les institutions, parce que finalement, elles nous utilisent malgré tout, elles nous acceptent. Mais ça crée quand même des subjectivités clivées. Et c'est à partir de l'exploration de ces écarts et de cette subjectivité clivée qu'on peut produire des savoirs sur l'institution, en réalité. Donc, moi, je vais aborder peut-être pas être trop long, je vais peut-être aborder d'abord un premier point sur qu'est-ce que ce statut de précaire en tant qu'ethnographe, designer, qu'est-ce que ça permet de dire sur l'institution. Donc, déjà, comme j'ai dit, l'État ne savait pas trop exactement quoi faire de mon statut d'ethnographe. Et c'est-à-dire qu'aussi, il y a tout un ensemble de savoirs latents, comme de savoirs explicites, en fait, qui sont les nôtres, qui sont en fait difficilement reconnaissables par l'institution. Comme le disait Robin, des fois, ok, on le reconnaît pour la production d'outils, mais finalement, quid du reste, en fait. Et nous, on voit bien qu'on a des bagages des fois riches, et qu'on a des mal soit des fois à arriver à les mettre en avant, parce qu'on ne sait pas forcément les mettre en avant. Pardon ? Où il n'y a pas les cases. Où il n'y a pas les cases, où on n'ose pas, où il y a peut-être différentes raisons. Voilà, donc difficile reconnaissance. Mais voilà, malgré tout, l'institution reconnaît un certain intérêt, mais le traduit de façon bizarre. J'ai donné l'exemple du badge. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà réagir. Après, je peux développer. Je veux juste ajouter un truc en plus qui est une situation complètement différente, mais je trouve qu'il rejoint, moi, je suis financée pour ma thèse, mais du coup, pour le coup, si je veux faire autre chose à côté, je peux pas être payée pour ça, ou alors il faut demander des autorisations de cumul. Et du coup, ça pose la question, mais vous me demandez de faire une recherche en design, ou par exemple, PJS, je développe un outil,
où j'ai des compétences, où je suis censée être payée pour ces compétences, et d'un coup, je dois le faire gratuitement, en fait, parce que je suis en recherche. Et du coup, tu te dis, mais en fait, ils arrivent pas à trouver le truc. Bah, designer, c'est collectif, je suis avec d'autres gens, des fois j'ai des clients. Bon, après, par exemple, moi, je fais beaucoup de workshops dans les écoles, donc là, ça marche bien, tu vois, les autorisations de cumul, on voit ce que c'est un workshop, c'est enseignement, on peut mettre la case, tout ça. Mais vraiment, le truc de dire, bah, je dois arrêter d'être payée, mais je continue à le faire parce que c'est au centre de ma thèse, en fait. Mais je ne peux plus être payée parce que je suis payée ailleurs par ma thèse. Alors que c'est comme une accumulation que, bon, les bourses de thèse, enfin, les contrats de thèse, c'est pas non plus des milliers des cents pour Paris, c'est un peu compliqué des fois, mais c'est un truc de, bah, en fait, est-ce que ça veut dire que quand tu deviens designer dans la recherche, tu n'es plus payé pour ce que tu fais, où tu te retrouves dans une situation comme Robin, où en effet le laboratoire le reconnaît et c'est là que tu es payé pour le faire. Mais par exemple en thèse, c'est compliqué pour eux quoi, de comprendre cette situation. Donc c'est pas de la précarité parce que tu es quand même payé, mais c'est un truc de t'es payé pourquoi au final, qu'est-ce que tu fais quoi. Ouais, et puis c'est aussi, en fait, à partir du moment où il y a quelque chose qui dépasse d'un certain cadre, il n'y a, y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de négociation. Et après, c'est toutes des problématiques liées à la structuration de la bureaucratie qui fait qu'en fait, tu n'as pas d'interlocuteur. Quand même, tu en as, en fait, même, Oui, c'est les et même avec Pôle emploi, tu en as, administratifs mais en fait, l'action du guichet est en train de se supprimer grâce à la transformation du numérique aussi. Enfin, après, les choses sont liées. Tu voulais peut-être revenir avant. Oui, en fait, ça me. Rapidement. Mais là, on se pose la question de notre point de vue, mais en fait, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose, en tout cas dans les personnes que j'ai pu rencontrer, qui est porté par. Enfin, voilà, qui est dommageable pour beaucoup de gens. Et du coup. Globalement, je trouve qu'il y a souvent un effet, on va dire, d'infantilisation des personnes dans les institutions, c'est-à-dire que même si elles-mêmes, enfin voilà, parce que tu l'as dit, les institutions, c'est des gens, enfin, il y a cette espèce de complexité entre les individualités et puis ce qui est possible de faire, comment on crée des alliances pour faire avancer les choses, comment est-ce que tout ça, en fait, c'est dynamique, hein, ça, une institution, même si elle a un rôle de quand même de continuité, elle évolue tout le temps. Et donc, ça me fait penser sur l'anecdote que je racontais sur, dans le cadre de l'atelier des chercheurs, quand on a voulu faire des résidences avec des écoles. C'est né d'abord d'une rencontre suite à cette première expérience dans une classe avec une enseignante, directrice d'école, qui en fait, voilà, nous a dit, bah voilà, on va les faire bouger les lignes, on va essayer, on va fédérer, on va en gros faire nom, faire corps, faire remonter ça et poser la question et commencer à enquêter ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut faire bouger ce cadre normatif-là. Et je trouve que, pour un peu reboucler même par rapport à plusieurs choses qu'on a évoquées, je trouve qu'il y a, ça a été aussi posé en question dans le chat, je trouve qu'il y a, en fait, bien qu'on le dise depuis le début, en tout cas j'ai un peu utilisé la binarité dedans-dehors, elle est je pense que ce n'est pas une bonne grille de lecture. Je pense que c'est intéressant de se demander comment est-ce que, à des endroits, on crée des formes de relations et de configurations et des activités collectives qui nous permettent de poser de problématiser collectivement des choses qui ne sont pas satisfaisantes, soit du point de vue des formes de travail, soit du point de vue des résultats que ça crée, des effets que ça a, etc. En gros, de se poser, de se demander dans cette situation, comment pourrait-elle évoluer pour qu'elle soit plus adaptée et qu'elle nous permette de faire ces choses, ces envies qu'on a en fait, collectivement. Et ça, j'ai trouvé ça très fort, notamment dans le monde de l'éducation. Voilà, il y a plein de collectifs qui se créent, il y a des superbes énergies qui font bouger quand même vraiment les lignes dans le fond, mais de manière très invisible, c'est-à-dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a quand même des énergies de fond. On le voit par exemple dans le domaine du livre, alors c'est pas encore là, mais quand même, pendant la pandémie, Framasoft a été mentionné comme un recours important. Et ça a fait un grand débat, si ça vous intéresse d'aller regarder. C'est très intéressant ce qui se passe là. Après, du côté, par exemple, de Tiers-Lieu Édu, qui est un collectif qu'on suit beaucoup, la question de l'ouverture des écoles pour que des personnes extérieures et aussi les enseignants avec leurs élèves puissent faire des pédagogies par le faire. Comment on fait? Ça veut dire quoi du point de vue juridique d'ouvrir une école, de l'occupation des bâtiments, des équipements, de la sécurité. Enfin, il y a plein d'enjeux en fait qui se déplient quand.
et qui peuvent donner lieu à des, je vais dire corps et pas institutions, mais à des collectifs qui émergent et qui prennent un peu en main ces questions-là. Et c'est ça qui est, que je trouve très intéressant quoi, dans ce rapport individu, collectif, institution. On est dans un peu un continuum et ça évolue tout le temps, quoi. Et je trouve que peut-être notre rôle, c'est alors j'aime bien l'expression monde commun, de créer des mondes communs là-dedans, quoi, d'éviter les polarisations, aussi de se rendre compte de la douleur parfois au quotidien, qu'on ressent de la souffrance au travail, qu'il y a quand même fortement dans ces endroits. Et puis de permettre de créer des mondes communs pour essayer de se dire, OK, on va vers quoi? Ouais, je pense que ça peut fonctionner, mais je pense que ce qui est difficile, c'est de voir ça à travers différentes institutions. Enfin, là, j'arrive pas à penser ça à travers différentes institutions. Je vois très bien dans l'éducation ce que ça va donner, mais je vois pas du tout, par exemple, dans mon cas, qu'est-ce que ça pourrait réellement donner. Aussi dans un contexte où je pense que des ethnographes plus âgés diront oui, mais en fait, on a toujours bidouillé, et en fait, le propre du travail, c'est une espèce de bidouillage. Et enfin, tu vois, j'ai trouvé dans une référence qui est assez classique, qui c'est de Marcus, qui est dans un article qui s'appelle Ethnography in of the World System. C'est vraiment un grand article sur, en gros, la globalisation et l'ethnographie à travers des sites très différents. Et il parle de l'ethnographe comme un activiste circonstanciel, c'est-à-dire en fait une personne qui, au bout d'un moment, est en fait obligée de revendiquer son propre positionnement personnel tel qu'il doit être reconnu dans sa dimension politique, à en fait traverser les milieux. C'est pas activiste dans le sens d'un lien avec un mouvement social ou un truc comme ça. C'est en fait c'est pour revendiquer une situation où souvent tu es dans le multisite, tu es dans. Donc c'est là où en fait après ça pose l'action en tant que création de monde commun, qu'est-ce qu'on veut, sachant que je pense que c'est une forme de bidouillage que j'ai décrit. C'est pour ça que je n'ai pas voulu décrire sur une forme de quelque chose qu'on subit. Je pense que ça fait partie du métier, mais malgré tout, ça crée aussi de la souffrance. Mais voilà, parce que je pense qu'il y a plein d'anthropologues qui, en fait, dans l'article de Marcus, il donne un exemple de gens qui travaillent sur le sida, qui sont à la fois, en fait, étudiants dans des écoles de médecine, mais activistes, mais aussi, je sais pas, des personnes gays, trans, et qui, en fait, ont traversé les milieux et ont fait de la recherche avec ça. Et je pense que peut-être il faut que ça reste dans le troupe, quoi. Mais voilà, après, je pense que dans d'autres sujets, effectivement, il y a une nécessité peut-être de faire corps en tant que groupe de designers et pour porter des choses, effectivement, de transformation, peut-être de statuts sociaux, de transformation, de négociation avec qu'est-ce qu'on peut faire de nos contrats de doctorants, dans le contexte où peut-être la recherche en design doit se faire d'une certaine manière et peut-être différente que par rapport à d'autres chercheurs, quoi. Robin, tu pas beaucoup parlé. Ouais, ce que ça me fait pour rebondir, c'est vrai que c'est aussi cette dimension de bidouillage. Moi, je la sens beaucoup dans mon métier. Et en fait, aussi, ce que je ressens quand même, c'est aussi le fait que notre pratique, finalement, elle est souvent située non pas dans une seule institution, mais dans des institutions imbriquées, des fois plusieurs en même temps. Par exemple, pour rester vraiment sur la question des institutions universitaires, on est dans un laboratoire qui a ses propres règles, qui ne sont pas forcément exactement alignées avec celles de l'institution ou de l'école dans laquelle ils se trouvent et qui sont elles-mêmes pas forcément alignées avec les règles en vigueur au niveau national ou dans d'autres endroits. Et ce bidouillage et ce changement des rôles, c'est vrai qu'il est visible au quotidien. Et en fait, il contraste beaucoup, à mon avis, pour revenir sur la question du design, avec la manière dont on pense a priori que les designers peuvent s'intégrer dans les projets de recherche, dans le sens où cette a priori, cette manière de concevoir, qui est d'ailleurs, comme je disais, plutôt mal vécue par beaucoup de chercheurs et de chercheuses, il est lié en fait au fait que le designer est très aligné avec plein d'injonctions exogènes, notamment le financement de la recherche sur projet. Les designers on a été formés en tout cas à penser qu'on était des spécialistes du projet. Dans le financement aussi, je reste toujours sur ces questions de financement parce qu'elles sont vraiment centrales. Il y a une forme d'injonction à l'interdisciplinarité qui est vécue souvent par les chercheurs comme une espèce de non-reconnaissance de l'intérêt de
juste en tant qu'historien, faire des choses qui disent des choses sur l'histoire, en fait. Et même chose d'ailleurs, ça c'est plus spécifique aux activités du Media Lab, notamment en termes de design participatif, mais une injonction à avoir une contribution sociétale aussi dans l'encadrement des recherches. Le fait que une recherche ne peut pas parler que aux historiennes et historiens, mais il faut qu'elle serve aussi pour d'autres publics. Et en fait, le paradoxe quand on rentre là-dedans, c'est qu'en tant que designer, en fait, on a l'impression de rentrer très bien en fait, dans ces cases avec la manière dont on a été formé et aussi dans le bassin sémantique dans lequel on a été formé. Et après, quand on rentre dans le détail des projets, on se rend compte que, par exemple, les logiques de financement sur projet, du coup, elles sont continuellement négociées par les institutions qui vont mettre un petit peu plus de temps sur telle tâche, qui vont essayer de mutualiser des choses. On se rend compte aussi que les postes, notamment le rôle de designer, notamment, déjà, il est très varié, il prend des formes très, très diverses qui vont d'activités très organisationnelles, d'activités vraiment très techniques et d'activités plutôt scientifiques. Puis aussi qu'il y a un changement des rôles, dans le sens où après, dans la pratique, on se rend compte que la différence entre les ingénieurs, comme on les appelle, les designers ou les chercheurs sont pas forcément toujours, les distinctions entre ces rôles ne sont pas toujours claires. Et donc c'est vrai que, moi il me semble qu'il y a une espèce de pratique, un bidouillage qui est toujours présent dans la relation à ces injonctions institutionnelles au quotidien. Ouais, il y a deux réflexions un peu différentes. Mais la première, sur ce qu'on disait avant, une anecdote peut-être intéressante, mais qui, je pense, la chose qui a perduré depuis que je ne suis plus dans mon poste aux Nations Unies, c'est ce que j'avais mis en place un peu complètement informellement, j'avais appelé ça Data Peers Group, qui est quelque chose qui ne se faisait pas du tout en fait. Mais en fait, à force de croiser des gens, parce que les Nations Unies c'est énorme, il y a des départements très variés, il y a des agences, et donc on voyait un peu plusieurs départements avec ces demandes de faire venir des profils différents, etc. Et là, l'idée, c'était de se dire, on va pas attendre qu'il y ait, je sais pas, notre N+, je sais pas combien, qui décide de former un cadre dans lequel on va se rencontrer. Quelque chose qui paraît assez banal, mais en fait, dans cet environnement, ça ne se fait pas du tout. Et donc, on a créé une réunion régulière tout aussi bien de nos conditions de travail que des difficultés qu'on rencontrait justement dans le problème de traduction, expliquer ce qu'on faisait à d'autres ou opportunité, déplacer justement on nous formule une demande à cet endroit-là, essayer de l'emmener ailleurs, mutualiser les outils, bref, plein de discussions comme ça. Et ça a perduré, ça a été repris. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas, mais ça a été institutionnalisé dans la data stratégie des Nations Unies derrière. Bon, c'est pas dit que ça fasse que du bien à l'informalité, justement, qui était un peu de mise. Mais en tout cas, voilà, même trouver des poches ou créer des poches de partage pour sortir justement des questions uniquement de statut ou de compétences, etc., mais se dire on peut collectivement décider de ce que devient cet endroit où on est et les effets que ça a et au lieu, parce que en effet c'est très peut-être particulier à l'ONU, mais il y a un message quand on arrive, en fait en une semaine on est déprimé parce que tout le monde nous explique que c'est horrible. En fait, c'est très étrange, il y a une sorte de conscience d'une lourdeur, enfin en tout cas c'est le discours qui est porté d'ailleurs, qui n'est pas forcément réel en plus, mais d'une lourdeur bureaucratique, on ne peut rien faire, c'est difficile, il faut absolument qu'on change, qu'on sorte du papier, hein, cette espèce de fantasme du numérique. Bref, donc il y a quelque chose de très lourd, dû aussi certainement quand même aux situations auxquelles on a traité. Enfin, en fait, il y a quand même, c'est tellement dur ce qu'on traite au quotidien que forcément ça impacte aussi. Bref, mais voilà, comment est-ce qu'on fait face et qu'on ramène un peu d'agentivité, j'ai envie de dire, d'ouverture on peut faire autrement en fait, et on n'est pas obligé d'attendre la décision de je ne sais pas qui, et puis si on montre que ça a un intérêt et qu'on veut le pousser, c'est possible, quoi. Donc voilà, sur ce point-là. Et puis sur l'autre, sur qu'est-ce que les projets font alors à nos projets de recherche. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Par exemple,
Et là, j'ai travaillé un peu avec Aurélien Tabar, que tu connais, je crois, sur la question de ne serait-ce que les images, en fait. Comment est-ce qu'on parle de notre travail et comment est-ce que c'est valorisé du fait qu'on a un compte-rendu à faire d'un certain format pour l'institution, mais aussi, en fait, ce que ça crée comme pratique un peu implicite, en fait. On ne remet pas en question la manière dont on est là à promouvoir notre dernier prototype qui, en fait, ne servira qu'une fois dans une étude. Enfin, là, je parle de l'IHM en particulier, mais je veux dire, c'est le nombre de papiers qu'on lit où, en fait, c'est j'ai fait un proto, c'est super, il y a telle fonctionnalité, ça a l'air de faire ça, c'est génial, et puis on n'en entend plus jamais parler, c'est quand même extrêmement problématique, quoi. Et avec la belle image qui va bien, et voilà, ça sert qui? Ça sert que la personne qui a écrit le papier, et c'est tout. Et ça, enfin, voilà. Est-ce qu'on peut renverser cette logique-là, sortir de logique de projet? Alors, en effet, là, vu qu'on parle de choses très différentes entre recherche, bureaucratie, etc., on n'est pas au même endroit, mais quand même, peut-être qu'il y a une sorte de logique projectuelle, projectionniste, liée au projet qui est à remettre en question. C'était le deuxième axe, on en avait 4, on n'est pas... Il est déjà Vous avez 3 heures 19h40. Parce qu'il y a des... Oui, il y a plein de sur le questions. premier point, mais s'il y a des questions, peut-être Ouais, il y d'abord a les des questions, on devait quand même finir bientôt normalement, mais du coup, je vais... En même temps, on a un peu répondu quand même, j'ai regardé les questions. Mais bon, je suis un peu à l'envers. Mais Zoé, elle se demande si cette posture hybride, c'est pas finalement un avantage face à ceux qui sont membres des institutions depuis des dizaines d'années et qui ont essayé de les changer de l'intérieur, souvent en vain. Donc, comment se positionner face aux membres des institutions dans cette posture de designer software? Je pense que c'est un peu répondu. Ouais, mais c'est... Voilà, la dernière intervention était Direct. Et puis faut, du coup, ça crée quand même une compétition avec des personnes avec qui on a envie d'être en lien, en fait, qui est très dur parce qu'ils ne le vivent pas forcément bien de voir débarquer quelqu'un qui ne connaît rien et qui on se dit, bah voilà, regarde, il ou elle va t'aider à faire mieux, quoi. Enfin, c'est vraiment particulier. Moi, je veux bien réagir sur ce que tu viens de dire, la question de la compétition, en fait, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais qui est pas très bien, que j'ai pas très bien j'ai pas traduit dans la thèse, en fait. C'est effectivement avec quoi le design est en concurrence, parce que moi, dans l'action du design des politiques publiques, il y a vraiment des questions liées, en fait, au fait qu'on est dans un endroit qui est très touché par l'action du droit, en fait. Et il y a les droits, les technologies et le design, quoi. Et c'est chiant quand même ce bataille pour à la fois la définition des problèmes et la définition des solutions. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a peu de gens en fait qui sont capables d'être bons dans les 3 domaines. Et quand même, nous, une partie du travail, je pense, c'est arriver en fait à au fur et à mesure de faire des liens. Alors, je pense qu'entre design et technologie, on arrive bien au fur et à mesure des années. Mais dans le contexte du design des politiques publiques, entre design, droit, technologie, il y a clairement un chantier, quoi. Bon, après, il y a des champs, moi, j'ai jamais trop vraiment regardé, mais la relation entre design et droit, il y a des analyses socio-légales, il y a des choses, même dans le design et tout ça. Mais, et ça, moi, dans le quotidien, j'ai vécu ce truc de la mise en concurrence du designer avec le data scientist, pas de façon frontale, mais et ces rôles de compétition se jouent à l'échelle individuelle, mais elles sont complètement rejouées à des échelles nationales, supranationales, dans des trucs de souvent, je sais pas, mais pourquoi sur les problèmes d'intelligence artificielle, on demande beaucoup de réponses aux ingénieurs? Pourquoi on ne demande jamais de réponses aux designers ou, je sais pas, aux anthropologues, j'en sais rien. Enfin, il y a quand même la question des allocations, de la construction des problèmes et des solutions qui sont à poser, quoi. Dans une économie des signes où en fait le design n'arrive pas à produire des promesses suffisamment fortes par rapport à la data science, en fait. Que je pense qu'il y a un problème de performativité du discours où en fait vraiment les promesses de la data science qui sont tenues sûrement sur plein de points, peut-être pas sur d'autres. Voilà, je pense que c'est en partie notre réticence à vouloir se mettre en avant des fois, à vouloir vraiment être proactif sur des visions désirables. Voilà, peut-être qu'il faut qu'on travaille là-dessus aussi. Hein. Je sais pas.
Ça mériterait un développement beaucoup trop long, mais je pense, enfin, j'espère, mais qu'il y a une forme de résistance. En tout cas, moi, je l'ai porté comme ça. On va limiter à ce que j'ai vécu, parce que sinon, je vais m'embarquer dans des généralités, mais il y a quand même une logique qui s'appelle en anglais evidence-based policy making, ou evidence-based tout, d'ailleurs, qui du coup fait appel à la data science très évidemment. Et je pense, en tout cas moi, j'ai énormément résisté à ça. Donc quand on me faisait des demandes de ce type, d'ailleurs j'ai été appelée comme personne pour faire des visus, et je voulais enfin, je l'ai mentionné, mais ce que j'ai pas dit, c'est que j'en ai pas fait. Je crois que j'en ai produit une. Parce que tout l'enjeu, c'était, par exemple, je vous donne un exemple très basique, on me demande de mettre en forme les données récoltées de l'évaluation des différents départements et équipes. Donc voilà, ils remplissent des spreadsheets avec des questions toutes plus difficiles à répondre les unes que les autres. Et on me dit, bah voilà, est-ce que tu peux faire quelque chose de ces données et qu'on arrive à les lire dans une slide hyper compréhensible déjà. Et en fait, ce qu'on s'est retrouvé à faire, qui était hyper intéressant, c'est de se poser la question de, en fait, quelle est la valeur de ce qu'il y a dans ces cases. Et c'est là où on rentre plutôt dans les questions d'enquête et de co-enquête. C'est qu'on s'est rendu compte que les personnes qui répondaient ne comprenaient pas les questions qui étaient posées. Donc, ils répondaient ce qu'ils pensaient ou stratégiquement ce qui était bon pour eux, quand il y avait des plus filous, des plus malins. Et les personnes qui recevaient ça, du coup, ne savaient pas lire l'information. Donc, en fait, il se passait une sorte de reporting aveugle, j'ai envie de dire, où personne ne comprenait plus rien à rien. C'est quand même... Donc, ça ne servait pas à grand-chose, à part perdre du temps et puis légitimer des postes, quoi. Mais, et en fait, du coup, on a revu toute cette chaîne de valeurs-là, si on peut l'appeler comme ça, ou en tout cas, on a essayé de se demander, OK, qu'est-ce qui est intéressant dans ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Qu'est-ce qui est important de savoir? Voilà, donc on a repensé le questionnaire, en gros, d'évaluation du travail qui était fait. Donc est-ce qu'il faudrait aller dans le sens de on visualise à tout va, ou on récolte des données à tout va, etc. Mais j'ai trouvé ce travail-là vachement plus... Alors, extrêmement dur c'est pas sexy, difficile d'en parler, difficile d'évaluer l'impact de ça, enfin voilà, de mesurer, de machin, mais je pense que ça a été beaucoup plus intéressant pour les départements. En tout cas, mes collègues étaient ravis, en fait, parce qu'ils comprenaient vachement mieux ce qu'ils faisaient. Donc, et reprendre possession d'une finalité. Donc, c'est aussi ça l'infantilisation dont je parlais, Ouais. c'est reprendre un peu la maîtrise sur son travail, reprendre la capacité d'agir. C'est sûr que c'est une démarche qui est beaucoup plus difficile à faire valoir à plein de niveaux, en fait, au niveau individuel, au niveau de des effets qui vont être attendus, des promesses qui vont être faites à une institution. Je pense que c'est aussi beaucoup plus incertain dans la finalité et dans ce qui va en ressortir, et puis c'est incertain aussi dans l'effet que ça va avoir sur l'institution et son organisation. Moi, justement, pour rebondir en couplant en fait cette approche que tu vas voir, Pauline, à laquelle je souscris, mais et aussi la question précédente sur la concurrence. Enfin, moi, dans le cadre des institutions de recherche, encore une fois, je ne sais que centrer là-dessus, je trouve que par contre, c'est une question qui se pose plutôt, qui se pose moins sous l'angle de la concurrence ou de la compétition entre les expertises que encore une fois, du point de vue d'une division du travail plus général entre d'un côté ceux qui font des choses et de l'autre ceux qui parlent et qui écrivent, en gros. Pour reprendre une référence un petit peu plus connue dans un des champs qui s'intéresse à ça, qui s'appelle les humanités numériques, qui s'est appelé, je ne sais pas si ça existe encore, les humanités numériques, mais il y avait cette alternative qui revenait tout le temps, qui était de dire hack or yak. Est-ce que vous êtes là pour hacker des choses ou est-ce que vous êtes là pour les parler? Et moi, pour en parler. Et moi, en tout cas, moi dans ma pratique, il faut dire aussi que je suis un designer avec une assez forte dimension, très forte dimension technique. Donc, je n'ai pas trop ressenti cette concurrence avec le data science. Parce que tu sais tout faire. Non, c'est pas ça. Mais voilà, j'avais vraiment un intérêt aussi et une volonté d'alliance en fait avec ces gens-là. Et l'action, en tout cas en tant que designer, elle me semblait aussi être dans une forme
ce serait prétentieux de dire d'acculturation, mais en tout cas dans une forme de partage avec mes collègues makers ou ingénieurs, et dans justement l'introduction de questionnements comme cela, de la finalité ou du cadre de la demande qui nous est faite en tant que faiseur dans ces collectifs hétérogènes, de diffusion en fait de cette approche à l'intérieur des autres. Alors, ça implique pas que du coup on revient toujours à ces questions de recrutement, de positionnement, etc. Il y a une compétition, une concurrence des expertises, mais il y a aussi d'autres formes d'alliance qui se trouvent, je trouve, une fois qu'on est. Mais la compétition, elle est peut-être aussi dans la division du travail, en fait. Enfin, je pense que c'est la même compétition. Hein. Ouais. Mais ouais. Enfin, sur la question des outils, c'est hyper intéressant. Par exemple, je faisais un workshop sur la data viz et j'avais sélectionné 3 outils de représentation, des outils qui permettent en gros de faire du plug and visualize, pour montrer que les logiques sont à peu près les mêmes et puis que voilà, si tu bidouilles, c'est que c'est pas mal aussi d'appréhender plusieurs logiciels pour se rendre compte de ce que tu peux faire, des limites, etc. Et ça m'a été reproché en fait par certains de mes collègues, pas tous. Certains ont justement beaucoup aimé, apprécié avoir cette connaissance-là, cette ouverture. Mais d'autres m'ont dit, tu sais, moi j'ai besoin d'un workflow très clair, j'ai besoin que tu me dises lequel c'est, que tout le département est le même, enfin voilà, de normaliser aussi par les outils. Et donc par rapport à ça, sur le coup, ça m'avait un peu surprise, pour dire le mot, mais quelque part, je comprends d'où ça vient aussi. Voilà, c'est aussi une demande qui leur est. Enfin, ça fait partie de leur logique de travail et de ce qu'ils leur est demandé, et dans quand même une utilisation de leur temps et sur un rendement à tenir, quoi. Donc je pense que c'est à ces endroits-là aussi, on a en fait des choses à faire. Voilà. Ouais. C'est un peu ce qu'on disait sur les data scientists tout à l'heure, qu'on disait, bon, on peut en compétition, ça, mais en même temps, justement, cet apport critique que tu as apporté, c'est en tant que designer, tu as interrogé ton outil. Peut-être qu'il est aussi moins fort chez des data scientists où il y a plus justement une formation liée à la data, à la science dure, et que en design, on a toujours essayé de nous dire la part critique, et on voit que ça commence aussi à se poser ces questions-là dans c'est quoi le design dans la recherche, est-ce qu'il y a ce côté critique, d'où il vient, quelle discipline on va prendre, et c'est le truc beaucoup plus large en France, l'ingénieur qui est plus mis en avant que l'ethnologue ou l'anthropologue ou sur des... Enfin voilà, justement, des fois, on peut faire appel aux data scientists parce qu'il n'y a pas de question politique derrière aussi. Donc il y a peut-être ça aussi que le design peut apporter, que tu as apporté, et qui était un peu nouveau. Et qui... voilà. Mais je préviens juste qu'on va devoir arrêter. Je suis désolée. Ça fait déjà presque 2 heures. Mais si quelqu'un veut rebondir, on va essayer de conclure. Non, mais juste pour... il y a des questions. Peut-être presque... Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on est confronté à... On est pris entre différentes postures. Je pense qu'il y a celle du designer produit qui est formalisé, visible, opérationnel et reconnu, dans lequel, des fois, je pense qu'il faut que malgré tout, on reste dans ce cadre-là et on y participe. Aussi parce que peut-être qu'il y a des endroits où il faut sûrement. Voilà. Et je pense qu'après, il y a des choses peut-être plus informelles ou latentes qui sont plus, où la reconnaissance est plus impossible. Donc peut-être plutôt de l'ordre du design, de la collaboration, des méthodes et tout ça. Après, je pense qu'on voudrait arriver à une troisième chose, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Je sais que dans le domaine du design des politiques publiques, les gens comme comme la 27e région le font, c'est plutôt de l'ordre de comment le design va être celui qui va arriver à formuler faire la mise en forme des problèmes publics. Mais ça veut dire plusieurs choses. C'est à la fois être celui qui effectivement a un rôle dans l'écriture du problème en fait, mais aussi sur les formes de sa valorisation, de sa mise en performance, de sa mise en visibilité. Donc voilà, c'est aussi design des problèmes publics. En fait, il y a une question esthétique aussi en fait, de l'ordre peut être de l'ordre de l'activisme, mais qui peut être de l'ordre aussi à une échelle institutionnelle, d'une campagne. Je sais pas, de photographie dans la ville, il y a plein de choses, quoi. Donc, je pense que c'est ces 3 trucs, il y a ces 3 postures un peu avec lesquelles on bataille et on essaye de peut-être les faire jouer, mais ça marche pas partout. Et... voilà.
On va te laisser le mot de la fin. Tu veux un mot de la fin, Romain? Non, ça. Voilà, Bah, est-ce que je montre les images que je voulais montrer pour la fin? Ah oui, je vais quand même. On va vous Pour quitter sur valider des ça, images. Et en tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi pendant ces 2 heures. Donc, pour remercier les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, j'ai sélectionné quelques mèmes de l'Internet qui sont quand même toujours assez, alors, qui sont vraiment très critiques, donc je pense qu'ils ne sont pas forcément vraiment dans un miroir de ce qu'on a diffusé. Mais voilà, déjà le fait que le design est quand même, enfin, les personnes sont dans une forme quand même, les designers eux-mêmes en fait, potentiellement dans une forme de désillusion de leur pratique. En tout cas, il y a quand même une critique des designers eux-mêmes par rapport à ces éléments-là. Enfin, il y a une mise en accusation du design lui-même sur un certain nombre de sujets. Donc, avec, par exemple, ce graffiti. Mais voilà, des gens qui finalement ont eu des parcours et se rendent compte que peut-être c'était pas les bons ou voilà. Donc là, c'est des images marrantes. Mais il y a aussi voilà, l'idée que finalement, le design est une forme de. Enfin, le mot savant, c'est un peu le pharmacone, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois le venin et le remède. En tout cas, il y a beaucoup de choses, beaucoup de discours en ce moment sur la mise en accusation du design et les moyens de retrouver des assises, dont le paroxysme serait le design éthique. Voilà, qui vraiment fonctionne dans une forme de boucle rétroactive, quand même, comme ça, qui marche peut-être dans certains endroits, mais en tout cas, malgré tout, il faudrait se reposer la question de qu'est-ce qu'on entend par éthique. Tu es en train de rouvrir quelque chose. Deuxième conférence. Voilà, et puis il y a des formes de négociation. Hein. Le designer à gauche qui finalement pense qu'il peut changer l'économie capitaliste et en même temps la confrontation voilà, la figure du client, quoi. Qui est pas si facile. Donc là, c'est des sortes de mise en scène complètement satirique de la négociation personnelle dont on a parlé. Voilà. Et les designers qui, voilà, aussi, voilà, de cette manière, c'est un peu l'inverse de tout à l'heure, quoi. Qui finalement, tout n'est pas design. Et je pense qu'on a essayé de montrer aujourd'hui qu'il fallait peut-être, d'une certaine manière, qu'on s'intéresse à d'autres formes, peut-être moins auto-centrées sur nous, même si, bon, un peu ce qu'on a fait aussi aujourd'hui, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas vraiment toujours comment interpréter ces images. Mais en tout cas, elles sont révélatrices, voilà, de plein de discours qui circulent. Et alors, ce pas des images que j'ai trouvées, moi, hein, elles viennent de Silvio Lorusso, designer italien qui est en train d'écrire un livre qui s'appelle Design et Désillusion. Et elles viennent aussi d'un autre compte Twitter qui s'appelle Neurotic Cares All. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon moyen de conclure. Merci. Je pense qu'on continuera d'un moyen ou d'une autre cette conférence. Il y aura une continuité. En tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. La conférence a été enregistrée, donc vous la retrouverez certainement bientôt sur les internets. On remercie aussi les gens que vous ne voyez pas, qui sont derrière l'écran, qui nous ont beaucoup aidés. Donc, il y avait Marion, Dorian, Élise et Zoé. Et on vous dit, c'était la dernière conférence aussi, je tiens à préciser, de design en recherche pour cette année. On ne sait pas si l'an prochain on continuera, on verra. Mais en tout cas, merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Ah, c'est toi qui soirée.